DOOH, bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle matinale Alliance Digitale consacrée, vous l'avez compris, au programmatique digital out of home, l'affichage extérieur digital et programmatique. Merci à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux ce matin, la salle est quasiment pleine. Et merci évidemment à Publicis de nous accueillir dans ces superbes locaux et avec cette superbe terrasse. Il y a un truc avec les terrasses chez Publicis. Dans quelques instants, vous allez découvrir 2 publications exclusives. Le panorama des inventaires PDEH présenté par Sophie Sarru et qui était là, qui est là. Bonjour Sophie, de JC Deco et Alexandra Roy de Broadsign. Bonjour à toutes les deux. Puis le panorama de la mesure de l'efficacité du PDEH, présenté par Clémence Maisonneuve de Cities Media et Joachim Samper de Phoenix Group. Puis j'aurai le plaisir d'animer 3 tables rondes. Une première sur la mesure du PDEH, réunissant Diane Massenet d'Apidemix, Emmanuel Isnard de Smart Traffic et Thibaut Rey de Nielsen IQ. Et 2 tables rondes sur le PDEH dans le mix média, d'abord avec le point de vue d'annonceurs, Nadia Pinon d'EDF, Mathieu Lebihan de SNCF, accompagné de Théophile Turc de Havas Media. Et puis une dernière table ronde avec le point de vue de Mélanie Marie de Displace, Sherifa Afiri d'Azerion, Christina Becerra de Dentsu et Eric Toury de Publicis Connect. Mais avant tout cela, je vous propose d'accueillir Arthur Millet, directeur général d'Alliance Digitale, pour un mot d'introduction. On peut applaudir Arthur. Bonjour. Le micro, je prends ton micro, ça t'ennuie pas? Bon, moi, ça va être très rapide. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là aussi nombreux. Merci à Publicis, en effet, pour cette magnifique salle, ce beau soleil. On n'en demandait pas tant, mais c'est parfait. Je voulais aussi, bien entendu, remercier le groupe de travail programmatique DOH pour tout ce travail réalisé depuis 16-18 mois à peu près. Voilà, vous allez découvrir ces magnifiques productions. C'est l'engagement des membres, je le rappelle, qui permet de structurer le marché, promouvoir le marché, le rendre plus lisible, transparent. Et c'est notre mission, et c'est ce qu'on fait tous les jours, puisque là, je crois que c'est à peu près le 8e événement qu'on organise depuis janvier. Et il nous en reste encore pas mal jusqu'à la fin de l'année. Ce sera redit à la fin, mais je vous le dis tout de suite, parce que vous aurez les QR codes pour flasher et vous inscrire. Nous aurons une matinée conversationnelle. Pour les membres, je le rappelle, maintenant nous avons un webinaire IA in Tech où notre CTO refait un point sur l'ensemble des standards liés à l'IA générative et notamment à la publicité agentique. Nous aurons une assemblée générale le 2 juillet, c'est ouvert à tous les membres. Donc voilà, venez, on fera un reporting de tout ce qu'on a fait sur 2025 et le premier semestre 2026. Ça va prendre à peu près 4 heures. On essaiera d'aller plus vite. Il y aura surtout un cocktail sur une terrasse aussi. Voilà, je précise. Il n'y a pas que Publicis qui a des terrasses, nous aussi. Voilà. Et puis, on terminera ce premier semestre le 7 juillet par une matinée programmatique où on aura le premier semestre du baromètre programmatique où on retrouvera d'ailleurs les grandes tendances du programmatique DOH. Nous aurons aussi le baromètre des éco-gestes qu'on publie maintenant tous les 2 ans et puis une présentation par Mind Media qui va nous présenter leur dernière analyse de l'ensemble de l'écosystème AdTech français. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à Jérôme et à l'ensemble des intervenants. Merci encore, très bonne matinée. Merci. Eh bien, on va effectivement enchaîner tout de suite avec le premier livrable et on invite Sophie Sarru et Alexandra Roy à nous rejoindre sur scène. On peut les applaudir. Bonjour à toutes les deux. Bonjour à tous, nous sommes vraiment ravis d'être là. Merci à tout l'engagement du comité programmatique DOH qui est pluriel, avec notamment et les agences et les SSP, DSP, évidemment les médias honneurs. On est très content avec Alexandra, que je vous présente pour ceux qui ne la connaîtraient pas, mais peu d'entre vous, je pense, qui est directrice des partenariats Europe chez Broadsign. Moi-même, je suis directrice marketing, data et communication chez Extime JC Deco Airport. On est là, comme à notre habitude, pour présenter les livrables de ce groupe de travail. L'idée, c'est de continuer à donner des perspectives, donner de la pédagogie pour continuer à accélérer l'appropriation du PDEH. Et on est très content de fêter nos 5 ans de ce groupe.
Vous le savez, c'est un média qui change d'échelle. On a, en 5 ans et un peu plus maintenant, même en 10 ans, développé vraiment tous les atouts pour en faire un, comme dirait à l'époque Twingo, elle a tout d'une grande. Au final, le PDOH, il a tout d'un grand. Et notamment, on a commencé en 2014-2018 avec les premières briques. Donc là, c'était vraiment le socle technologique, le développement des SSP, DSP, avec toute la base de finalement tout le terreau qui fait aujourd'hui le média qu'on a aujourd'hui. 2019-2020, on arrive à une masse critique des inventaires qui a permis justement à faire d'un projet pilote un projet structurant et notamment avec des campagnes qui commencent à se développer de plus en plus. 2021, année anniversaire, on a développé, et notamment merci à Isabelle qui était avec Louise et toute l'Alliance digitale dans cette envie de créer et structurer finalement le PDOH via ce comité projet, ce qui a permis justement de commencer à donner des fondamentaux pour que tout le monde puisse mieux comprendre les enjeux et l'intérêt d'activer des campagnes en PDOH. Donc avec des premiers livrables qu'on a fait au dernier webinar qui permettent justement d'avoir des best cases, des mesures de la preuve. Et là, on accélère pour justement montrer la contribution du PDOH dans cette démarche d'omnicanalité. C'est une envie partagée, les chiffres le disent. Donc, beaucoup d'entre vous ont dû certainement prendre connaissance de l'étude State of Nation de View qui montre que y a une envie partagée des annonceurs. Le dernier baromètre programmatique de l'Alliance digitale nous montre qu'il y a une croissance à 2 chiffres, plus 20% entre 2025 et 2024, et une envie d'accélérer sur les 18 prochains mois, puisque 45% des annonceurs prévoient d'augmenter leurs dépenses en PDOH. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, je suis ravie de vous présenter effectivement le premier livrable de cette année de l'Alliance digitale, qui est en fait le panorama des inventaires disponibles en programmatique DOH en France. Donc, il faut savoir comment on l'a construit. Alors, il faut savoir d'abord que c'est une mise à jour, parce qu'en fait, ce panorama a déjà été créé la première fois en 2022. Ensuite, il a été mis à jour en 2024 et aujourd'hui, officiellement, mise à jour en 2026. Donc, comment on l'a créé? En fait, on a eu beaucoup d'aide des DSP, donc merci amis DSP, puisque ce sont grâce à leurs données qu'on a pu combiner toutes les impressions disponibles par Media Owner pour chaque environnement. Et en fait, on a fait une médiane pour, qui nous donne en fait la médiane de chaque environnement, combien d'impressions hebdomadaires sont disponibles pour le transit, l'outdoor et tous les environnements qu'on a. Donc, ce qu'il faut retenir de cette slide, c'est qu'on voit ce petit chiffre ici. On a une augmentation de 30% des inventaires en 2 ans. Donc, c'est énorme. On passe de 3 milliards d'impressions disponibles par semaine à presque 4 milliards d'impressions disponibles par semaine en programmatique DOH via vos DSP. Donc, on voit que le média monte en puissance. C'est vraiment un média qui est en train de changer d'échelle et c'est ça qu'il faut retenir. Sur les petits camemberts, là, on voit aussi que la part des environnements est en train de s'équilibrer. Et c'est une preuve que, le gâteau grossit, mais que également les parts de marché entre environnements est en train de se solidifier et de s'équilibrer. Merci Sophie. Et il s'équilibre sur tous les univers. Là, donc, vous voyez tous les univers disponibles en prog en France. Vous voyez qu'il y a le transit, l'outdoor et le retail qui restent les 3 piliers phares des inventaires dispo en prog en France. Alors le transit, même s'il n'a pas vraiment augmenté d'impressions disponibles cette année, il reste quand même l'environnement historique leader de ces inventaires programmatiques. Ensuite, vous avez l'outdoor. Alors l'outdoor, c'est intéressant parce qu'il a doublé de nombre d'impressions dispo en 2 ans. Et le retail a enregistré une croissance de 50%. Donc, c'est vrai que c'est gage d'un média qui monte en puissance et qui est en train vraiment de changer d'échelle. On a une petite nouveauté, c'est les residential, comme vous voyez avec Do You Like Co-Living. En fait, c'est des écrans
disponibles dans des espaces de co-living. Alors moi, je ne connaissais pas le co-living, c'est peut-être mon âge qui fait ça, mais voilà, donc on est ravis de les retrouver sur ce panorama. Et donc, bien entendu, vous pouvez acheter tous ces inventaires via des SSP et des DSP que vous voyez à gauche et à droite de cette slide. Merci. Vous pouvez également télécharger ce panorama des inventaires PROG sur l'Alliance Digitale. Je crois que c'est ouvert dès aujourd'hui. Louise me fait signe que oui, donc c'est bon. Vous pouvez y aller. Et où vous pouvez scanner le QR code que vous voyez en haut à droite. On sait que c'est un levier qui est reconnu par le marché, notamment quand on reprend les insights de l'étude State of the Nation. On sait qu'il est apprécié pour des raisons très, très claires, finalement très pragmatiques, sa flexibilité, le fait que c'est un média finalement dont la diffusion s'adapte finalement aux problématiques, donc avec beaucoup de flexibilité, tout en étant aussi dans des environnements très brand safe, donc c'est cette combinaison de la flexibilité dans des environnements qui sont premium et préservés. La notion de retour sur investissement, finalement, elle répond aussi à ce qui est intrinsèque au PDOH, c'est le fait de pouvoir maximiser le ciblage avec le bon moment, la bonne personne, ce qui fait que, en effet, on maximise le ROI de la campagne développée. Et c'est un format qui est aussi très apprécié parce que c'est plus qu'un format, c'est un levier, une solution qui est considérée comme innovante parce que justement, grâce à toutes les technologies, grâce au trigger, finalement, on peut maximiser l'impact des campagnes. Mais évidemment, c'est un média qui est attendu par le marché, avec notamment cet enjeu de pédagogie, d'acculturation. C'est aussi toute la résonance du groupe de travail PDOH. Il y a des normes et standards qui sont, et pour tout, notamment tout l'écosystème média, que ce soit l'agence ou même les annonceurs, ils ont besoin d'avoir des normes et des standards qui leur permettent d'avoir beaucoup de confiance dans les choix qu'ils font et d'être rassurés sur les bonnes décisions qui sont prises dans l'écosystème média. Donc au final, il y a, et c'est pour ça qu'on est là, et c'est les livrables notamment au sujet de l'efficacité qui vont vous être présentés, il y a besoin de comparer finalement avec notamment l'achat digital classique. Sur la mesure d'impact, et Clémence et Joachim vont s'attarder plus longuement dessus, c'est comment on peut mesurer chaque étape du purchase funnel quand on fait une campagne PDOH. Et troisième point, qui est vraiment un enjeu de toutes les personnes qui travaillent sur les campagnes médias, c'est comment le PDOH s'intègre dans les stratégies omnicanales. Donc ça, c'est vraiment trois préoccupations qui sont structurantes pour accélérer justement le développement du PDOH. Oui, Arthur l'a fait, a remercié tout le monde et je tenais quand même à le faire également. Donc merci infiniment à tous les membres du groupe de travail PDOH. Merci pour votre engagement, pour votre confiance, pour votre productivité, pour votre temps, parce qu'on est tous bénévoles ici, hein, quelque part. Donc, merci beaucoup, c'était super. Bravo à vous pour ces 2 livrables aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est intéressant de partager en fait toutes les 2 semaines ou tous les mois tous ensemble, parce que chaque membre, enfin tous les membres en fait représentent toute la chaîne de valeur du programmatique DOH. On a des agences, on a des annonceurs. Non, on n'a pas d'annonceurs. On a des agences, on a des SSP, des DSP et des média owners. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir, on a des mesureurs aussi, c'est intéressant d'avoir le point de vue de tout le monde. Donc merci à tous. Mais je voulais aussi remercier Louise, parce que Louise, elle fait un travail énorme dans l'ombre. Et merci à toi Louise, parce que ta productivité est aussi égale à une IA, quoi. Bravo. Donc, vous l'avez vu, le média est en puissance. Il y a de quoi faire, il y a plein d'inventaires. Maintenant, je vais laisser la parole à Clémence et à Joachim qui vont vous expliquer et vous prouver l'efficacité de la mesure de l'efficacité d'une campagne. Merci Sophie, merci Alexandra. On peut également les applaudir pour le gros travail et la présentation de ce matin. Je refais un check. Il n'y avait pas de QR code pour télécharger votre livrable, mais en tout cas, vous pouvez le retrouver sur le site d'Alliance Digitale. On enchaîne tout de suite donc avec un second livrable réalisé par le groupe de travail. Et j'invite Clémence Maisonneuve de Cities Media et Joachim Samper de Phoenix Group à nous rejoindre sur scène. Bonjour à tous les deux. On peut les applaudir également.
marche avec l'ordi. Bonjour à tous, ravi d'être là. Ça fait un paquet de monde pour un sujet d'étude. D'habitude, on est un petit peu entre nous, donc c'est chouette, ça fait plaisir de partager. Donc, comme on l'a vu à l'instant, il y a une forte croissance du programmatique DOH, il y a une augmentation des inventaires, il y a une structuration des pratiques, il y a de plus en plus d'annonceurs qui s'y intéressent et qui l'intègrent dans leur stratégie média. Et donc, légitimement, il y a une demande qui augmente sur la façon de le mesurer, puisque les annonceurs ont naturellement envie de savoir si ça fonctionne, si ça répond à leurs objectifs de campagne. Donc, fondamentalement, les méthodes que vous retrouverez dans le livrable qui est accessible dès aujourd'hui sont des méthodes qui sont déjà utilisées en publicité extérieure. Toutefois, l'augmentation des acteurs et des acheteurs permise par le programmatique DOH nécessitait un travail de clarification. Finalement, le DOH est aujourd'hui plus accessible grâce au programmatique. Il fallait donc faire un travail d'accessibilité de ces outils de mesure. Donc, c'est ce qu'on s'est attaché à faire pendant un peu plus de 6 mois, avec moultes échanges. Ça a été très enrichissant. Donc, on a choisi de définir un périmètre assez précis pour ce livrable. On s'est concentré sur ce qui permet de mesurer avant tout à l'échelle de la campagne. Pour cette raison, on a écarté les sujets d'audience qui ont été traités dans un livrable l'année dernière, et on a également écarté les sujets d'économétrie, les MMM, parce que ce sont des sujets qui sont plutôt liés à un mix média global et qui ne sont pas forcément des outils activables à l'échelle de la campagne. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est un guide pratique qui se veut avec une lecture précise et claire à destination des annonceurs, des trading desks. Et on a choisi de se concentrer d'organiser le document autour de l'objectif des campagnes, parce qu'en fait, il n'y a pas un seul moyen de mesurer une campagne et qui permet de répondre à toutes les questions. Il y a avant tout des outils qui permettent de répondre à la question qu'on choisit de poser à la campagne spécifiquement. Donc, si on commence par les objectifs, on commence par le haut du funnel, on a donc la notoriété. Pour ça, on utilise ce qu'on appelle des brand lifts, qui sont des méthodes qu'on a particulièrement... Disons que l'objectif est un peu particulier parce qu'on cherche à connaître l'avis des gens spécifiquement sur la campagne, le produit ou bien les annonceurs. Et donc, il faut poser la question directement aux gens et ensuite pouvoir comparer les réponses en fonction de s'ils ont été exposés ou pas à la campagne. Et pour ça, il y a un certain nombre de méthodes qui sont disponibles. Ça peut passer soit par la géologue directement des personnes et savoir s'ils ont été potentiellement exposés ou pas, leur lieu d'habitation, leur lieu de passage, leurs habitudes de déplacement, ou bien des notions de temporalité. Voilà. Merci Joachim. Donc au-delà des méthodologies de brand lift, on peut rentrer un cran plus bas dans le funnel pour être capable aujourd'hui de mesurer l'impact d'une campagne DOH programmatique sur le comportement des audiences, et notamment sur la partie drive-to et la capacité d'une campagne à générer du trafic sur le site web, l'app de l'annonceur, ou encore dans les magasins qu'on a souhaité cibler. Aujourd'hui, sur ces méthodologies-là, on va quasiment tout le temps être sur de la constitution de groupes exposés versus un groupe non exposé. On est exclusivement là-dessus. Sur la partie Drive to Web, on est sur une méthode qui est assez nouvelle, assez naissante sur le marché, mais qui fonctionne, qui est activable et qui là va évidemment chercher à réconcilier des données d'exposition via du tracking GPS mobile avec des données d'exposition, de visite sur les sites via ce qu'on appelle des graph ID, donc des bases de données qui permettent de réconcilier les différents identifiants. Sur la partie Drive to Store, là, on va être en grande majorité sur les méthodos sur du tracking GPS mobile, que ce soit pour capter l'exposition à la campagne et la visite en magasin. On a aussi, chez certains acteurs, la possibilité de rajouter des boîtiers qui permettent, là aussi, potentiellement dans les magasins, d'avoir un peu plus de précision sur les captations de visite, un peu plus de reach. Et on a de nouvelles technologies qui émergent également sur de l'analyse de flux vidéo et qui, là, permettent de rentrer sur la partie lieu indoor et analyse de drive to store, mais vraiment au sein de lieux indoor, et qui étaient, les lieux indoor étaient un peu le parent pauvre de ces technologies jusqu'à maintenant. Et donc, on a la capacité maintenant à déployer ce type de mesures. Sur la dernière étape du funnel, sur les sales lift, là aussi, on a des données qu'on peut utiliser depuis pas mal de temps sur les campagnes OH, DOH, qu'on peut aussi activer sur des campagnes programmatiques.
On va être principalement sur du panel distri. On a aussi la possibilité de faire appel à du panel conso sur des gros dispositifs. Et on a également le développement et l'accessibilité de toutes les données de sortie caisse, carte de feed, etc., qui évidemment se généralisent avec l'essor du retail média aujourd'hui en France. Là, on va être aussi, alors sur plutôt globalement de la comparaison entre des magasins exposés et des magasins qui ne vont pas être exposés à la campagne. Donc là, on est peu ou prou sur la même chose que sur le Drive to Store, mais plutôt au niveau du magasin qu'au niveau d'une audience exposée. Donc on a voulu faire un document qui se veut vraiment un outil métier, un outil pratique qui soit lisible, dans lequel vous retrouverez l'ensemble des méthodologies qu'on a pu référencé, disons. L'intention n'est certainement pas de faire une comparaison des différents acteurs ou de dire c'est cette méthode-là qu'il faut absolument utiliser. Au contraire, c'est de pouvoir vous aider à trouver la bonne méthode en fonction de vos objectifs de campagne, encore une fois. Et donc pour ce faire, on a pour chacune des méthodes une définition, une méthodologie, un type de panel, ou en tout cas la pratique qui est utilisée, les univers dans lesquels les univers dans lesquels elles sont applicables, les avantages qu'elles peuvent représenter, les prérequis, ça c'est un élément sur lequel va revenir Clémence juste après, parce que c'est vraiment des éléments fondamentaux du document, parce que c'est très important de faire attention à la méthode qu'on utilise et est-ce que la campagne va pouvoir permettre de répondre aux questions, les acteurs qui permettent d'utiliser ces différentes méthodes, les modes de tarification, et si oui ou non la méthode a été auditée par le CESP. Donc, le sujet ici, c'est pas tellement de savoir si le programmatique DOH est mesurable, c'est juste de savoir quelle est la méthode adaptée en fonction de la campagne que vous êtes en train de mettre en place. Et en effet, Joachim en parlait, les prérequis, c'est vraiment une dimension hyper clé dans le document. Comme il l'a dit en introduction, toutes les méthodologies qu'on a listées, c'est des méthodologies en fait qui existent, qui peuvent être utilisées sur des campagnes gré à gré classiques, mais qu'on peut aussi essayer d'utiliser sur des campagnes programmatiques. Mais du coup, on a voulu vraiment faire ces prérequis sur comment on peut adapter finalement cette mesure à une campagne programmatique, ou en tout cas, quels sont les garde-fous à étudier avant de se lancer dans une mesure sur une campagne programmatique. On vous en a remis là finalement les 4 principaux qui nous semblaient importants à mettre en avant. Donc évidemment le volume d'exposition. On est sur des méthodologies qui vont aller chercher à constituer des échantillons d'exposés. Si on a un tout petit volume d'impression, on va avoir du mal à constituer un groupe suffisamment représentatif statistiquement. Donc ça, c'est une première dimension évidente à prendre en compte. L'autre dimension qui finalement découle de ça, c'est aussi le budget. On est sur des méthodologies qui coûtent quand même assez cher à mettre en œuvre. C'est plusieurs milliers d'euros en général. Donc si vous avez un budget à moins de 10 000 euros, le coût de l'étude peut très très vite paraître complètement démesuré par rapport au dispositif. Donc là aussi, c'est quelque chose quand même à avoir en tête et à pas forcément souhaiter se lancer dans des mesures sur absolument toutes les campagnes programmatiques. Ensuite, il y a la question de la durée de campagne. Ça, c'est quelque chose de très important à calibrer également. Si vous êtes sur une campagne qui va jouer avec la flexibilité du programmatique, et c'est très bien de le faire, mais qui va aller uniquement cibler certains horaires, certains jours de campagne, là, il va falloir vous assurer que l'acteur que vous allez aller voir va être capable justement de lire des résultats, par exemple de vente, sur ces créneaux-là, ou en tout cas sur un média planning assez proche de la campagne. Sinon, on va avoir potentiellement un effet qui va gommer la lecture des résultats. Et donc, c'est quelque chose à évidemment prendre en compte, soit pour le setup de la campagne, soit pour l'interprétabilité des résultats derrière. Et enfin, un autre point qui est important, c'est l'homogénéité de la diffusion. Si vous êtes dans une logique de constituer des groupes de magasins exposés, par exemple, il va falloir bien veiller à ce que tous les magasins de ce groupe, potentiellement, aient un volume d'impression assez homogène, en tout cas, rapport à la fréquentation de ces magasins. Sinon, là aussi, vous allez potentiellement introduire des biais dans votre méthodologie, et ce qui pourra être préjudiciable sur les résultats ou sur l'interprétation des résultats. Donc vraiment, ce qu'on a souhaité mettre en avant dans le panorama et vous refaire passer comme message aujourd'hui, c'est de bien réfléchir en amont au dispositif que vous souhaitez faire, que vous souhaitez mesurer, et d'aller engager le dialogue le plus tôt possible avec les mesureurs, avec les régies aussi qui sont là pour vous accompagner, ou les SSP ou les DSP évidemment, et qui peuvent vous aider à bien calibrer ce que vous souhaitez mettre en place.
Donc on l'a déjà dit, hein, il n'y a pas de méthode dédiée au programmatique, on utilise des méthodes qui sont déjà en place, mais le programmatique DOH, qui va changer, c'est potentiellement les conditions d'exécution des études qu'on va pouvoir s'offrir pour analyser les résultats. Et donc déjà, ce que le programmatique DOH peut très largement faciliter, c'est la centralisation via les DSP des données d'impression. Elles sont horodatées, elles sont géolocalisées, elles sont toutes sous le même format grâce au DSP, et il n'y a plus besoin d'aller demander à Michel, à Jacques et à un tel de reformer tout ça pour pouvoir le fournir au cabinet d'études. Donc ça, c'est vraiment un très gros point fort, à tel point qu'il y a même des DSP qui intègrent directement dans leur plateforme la possibilité d'activer des études. Ensuite, on a des points de vigilance sur la mise en place, parce que, et c'est un lien direct avec les prérequis, encore une fois, si on fait une campagne dont le signal n'est pas suffisamment fort pour être mesuré, ça va être difficile de mettre en place l'étude, donc il faut faire attention à ça. Et il y a potentiellement quand même une chaîne d'acteurs qui est un petit peu plus étendue, donc pour la mise en place, les bons contacts, ça peut être un petit peu plus délicat. Après, on parle de points de vigilance qui sont communs à n'importe quelle étude à mettre en place. Encore une fois, on est dans une démarche qui se veut pédagogique et plutôt de remettre, de redire les choses sur comment est-ce que, enfin, à quoi il faut faire attention, tout simplement. Et du coup, ce panorama de mesures d'efficacité, on a souhaité le compléter et l'ancrer vraiment dans le réel avec une bibliothèque de cas. Donc ça aussi, je vous invite à la découvrir. On a référencé avec tous les membres du GT, et merci à eux, plus de 15 cas qui illustrent en fait toutes les méthodos. On a quasiment pu cocher toutes les cases et qui vous permettent de voir sur quel type de dispositif on a pu activer telle ou telle méthodologie, et puis évidemment de voir les typologies de résultats qui en sont sortis. Un petit point tout de même, c'est que on n'est pas sur une bibliothèque de cas qui est un standard du marché, évidemment, c'est vraiment à visée illustrative. Donc voilà, on n'a pas encore, enfin en tout cas, c'est pas l'objet de cette bibliothèque de cas de réaliser des standards méthodologie par méthodologie. On est vraiment à titre illustratif, donc n'hésitez pas là aussi si vous avez des questions à la lecture de ce panorama et de cette bibliothèque pour le groupe de travail. On sera vraiment ravis d'y répondre. Donc, je pense qu'on en a fini là. Donc, venez vraiment, n'hésitez pas à télécharger ce baromètre dès aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à télécharger potentiellement d'anciens livrables qui sont toujours d'actualité. L'année dernière, on avait fait le panorama des mesures d'efficacité, donc qui est très très complémentaire à celui-ci. Et je pense vraiment que ces livrables sont hyper utiles aussi pour former vos équipes, pour vous remettre à jour de tout ce qui existe sur le marché, parce que tout ça bouge pas mal. Donc voilà, on est vraiment ravis. Le boulot est franchement assez complet. Ça a été un boulot de longue haleine, donc on espère qu'il va vous plaire, et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Et on peut les applaudir. Merci Joachim, merci Clémence pour ce superbe travail. Est-ce que tout le monde a eu le temps de flasher le QR code? Je vois qu'il y a encore quelques smartphones qui se lèvent. C'est bon, ça fonctionne bien. Un livrable que vous pourrez retrouver sur le site d'Alliance Digitale. C'est bon pour les téléchargements. Alors on va poursuivre ce débat sur la mesure avec une première table ronde. Ce qui se mesure en DOH programmatique, comment et à quelles conditions. Et j'invite Diane Massenet, Emmanuel Isnard et Thibaut Ray à nous rejoindre sur scène. Bonjour à tous les trois, on peut les applaudir. Chacun va se mettre sous sa photo. Diane sur le fauteuil bleu, Emmanuel au milieu et Thibaut Ray à ma droite. Et je vous donne des micros. Ça va? Est-ce que vous les voyez au fond de la salle où ils sont un peu bas? On est un peu bas. Ouais. Tout le monde n'est pas très grand dans ce panel. Bon, vous pourrez nous écouter en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Les trois micros fonctionnent. Alors on va commencer peut-être par un premier tour de présentation. Diane, bonjour, Global Strategic Accounts Director chez Apidemix. Comment est-ce qu'on peut présenter Apidemix en quelques mots, en quelques chiffres? Bonjour à tous. Apidemix est effectivement une entreprise qui existe depuis maintenant 10 ans, qui a opéré un pivot stratégique il y a un peu plus de 5 ans maintenant et est un acteur de référence sur le brand lift spécifiquement. Donc, on va être en mesure de pouvoir mesurer l'intégralité des leviers existants ici, dans le média mix, disons, dont le DOH et le programmatique DOH, avec une méthodologie unique, ce qui nous permet de effectivement mesurer n'importe quelle campagne dans le monde également.
Quelques références, d'autres chiffres? Non, je crois que Très bien. À votre gauche, Emmanuel Isnard, donc directeur général de Smart Traffic. Emmanuel, c'est quoi le métier de Smart Traffic? Bonjour à tout le monde. Donc, le micro marche pas. Ouais. Bonjour à tout le monde, c'est mieux. Donc, enchanté, Emmanuel Isnard, cofondateur de Smart Traffic. On existe depuis 2012, alors avec un premier métier qui était les solutions Web to Store. Et depuis 2020, on met en avant notre solution de mesure d'attribution-contribution au cube. Et on apporte à l'ensemble des retailers, des annonceurs en règle générale, tous les KPI sur les visites en point de vente, puisque c'est notre métier de base. Et on est capable de mesurer et de reconstituer tout le parcours shopper de quasiment l'ensemble des leviers, dont effectivement toute la sphère OH, DOH et PDOOH. On peut donner quelques références, quelques chiffres? Alors on accompagne historiquement pas mal l'automobile, puisqu'un des premiers acteurs avec des coûts d'acquisition très élevés, mais on mesure des milliers de campagnes, c'est plusieurs milliards d'impressions publicitaires par an. D'ailleurs, je vous encourage à télécharger le baromètre de la mesure. Mais voilà, très bien. Rien d'autre. Et à votre gauche, Thibaut Ray, donc Head of Partnerships Platforms Media Division chez Nielsen IQ. Alors Nielsen, évidemment, tout le monde connaît, c'est un grand nom depuis plus d'un siècle. Nielsen IQ, c'est quoi concrètement? Exactement. Et merci Jérôme et Alliance Digitale pour la matinée DOH. Donc, ravi de faire partie des KPI autour de la table. On répond finalement tous à des questions différentes, mais on raconte la même histoire. La finalité de Nielsen IQ, c'est d'aller bas et de venir mesurer finalement la finalité absolue dans le funnel, ces campagnes, exactement, avec l'impact réel sur les ventes. Nielsen IQ, c'est hyper clé parce qu'on a une stat, alors niveau global, mais 80% des achats, des ventes, notamment sur les produits grande consommation, frais libre-service ou ce qu'on appellerait l'alimentaire, se font encore en magasin. Donc c'est énorme. Nielsen IQ, dans ce mix, c'est plus de 100 ans d'expertise éprouvée justement pour remonter, analyser cette donnée de vente. Et c'est Nielsen, d'ailleurs, je crois, qui a inventé le concept de part de marché. Hein. Tout à fait, Jérôme, exactement. Il y a 100 ans, le fondateur de Nielsen IQ qui a eu la bonne idée de se dire que si les industriels comparaient leur poids sur la demande, ils géreraient mieux leur stock et leur distribution. Et donc, du coup, effectivement, notre couverture, elle est planétaire. On est une boîte américaine à la base. On est présent dans plus de 90 pays. On travaille avec 23 000 distributeurs et industriels, notamment prestigieux comme des Coca-Cola, des Nestlé, des Samsung. Et si je reviens sur notre marché France, qui est celui qui nous intéresse, juste pour vous donner une idée de l'exhaustivité un petit peu de cette data de vente, aujourd'hui, on couvre 9 ventes FMCG qui est réalisée sur plus de 9 ventes sur 10 qui sont réalisées sur le territoire. Ça nous donne un poids assez intéressant. Très bien. Alors, on va évoquer peut-être tous les trois vos méthodologies plus en détail. Diane, c'est compliqué de mesurer ce DOH. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment vous procédez? Oui, tout à fait. Alors, le DOH est finalement un levier qui est assez simple à mesurer. En tout cas, chez Apidemix, je le rappelle, on a une méthodologie unique où on va pouvoir se servir en fait de l'open web et de l'achat programmatique pour aller diffuser des surveys auprès de répondants qui ont été probablement exposés autour des panneaux d'affichage. Donc on va évidemment se servir de points de géolocalisation, de lat et de longue, et puis on va aller diffuser effectivement nos questionnaires à ces populations probablement exposées. Juste pour terminer sur la méthodologie aussi, on couvre l'intégralité du funnel. Évidemment, on n'est pas sur de la conversion, on n'est pas sur de la visite en magasin ou de la vente, là où Smart Traffic et Nielsen IQ vont être experts dans ce domaine. En revanche, on va pouvoir aller interroger des répondants sur leurs intentions d'achat, donc des indicateurs mid et bas de funnel néanmoins, donc de la considération, de l'intention d'achat, des intentions spécifiques, recommander typiquement un produit de la marque assez proche, etc. Voilà. Merci. Emmanuel, même question. Comment fonctionne Smart Traffic et notamment la solution au cube? Alors nous, on est une solution évidemment complémentaire, mais on travaille plus sur la partie déterministe. C'est-à-dire qu'on est obligé de capter un ID
au moment de l'exposition pour la réconcilier, cette ID, avec une visite en point de vente ou alors une visite sur le site web, on en parlait tout à l'heure. Et pour ça, on doit s'appuyer sur une techno qui sont évidemment les smartphones que vous avez toutes et tous dans votre poche, et les ID et le positionnement qui en remonte, donc à proximité d'un panneau. Et on fait après le même travail sur le point de vente, toujours avec le téléphone ou sur le site web. Et là, c'est un peu plus compliqué. On est obligé de passer au travers de ce qu'on appelle un Graph ID, on en a aussi parlé tout à l'heure, qui va être une base de réconciliation d'ID publicitaire versus l'ID du téléphone. Alors, c'est des technologies qui sont avant tout utiles pour mesurer donc, les visites en point de vente. Vous êtes plutôt sur du mid-funnel. Exactement. Nous, on va vraiment prendre la suite et être un petit peu au milieu dans les écrans que vous avez vus tout à l'heure. On est plutôt, bas de funnel. Et ce qui va nous importer, c'est de donner l'efficacité de l'ensemble des campagnes sur un KPI qui est vraiment déterministe. Ça, c'est important, puisque on veut proposer à nos clients un outil de pilotage. Et on y viendra après. Le but, c'est pas d'avoir de la mesure pour juste comme ça avoir un rapport PPT 15 jours après la fin de la campagne, mais vraiment d'avoir un outil de pilotage pour toujours aller chercher le meilleur ROI. De la visite, mais également de la visite incrémentale. C'est important aussi pour vos clients, j'imagine. Alors, les deux, mais effectivement, dans la visite incrémentale, on peut avoir tout un tas de lectures. Le taux de visite incrémentale n'a pas la même vision quand on est la grande distrib ou un concessionnaire automobile. On ne le lit pas de la même façon, mais c'est complémentaire. Donc, on a toute une suite, comme exactement les KPI médias traditionnels qu'on a l'habitude d'utiliser au quotidien. On a tout un panel de KPI, la visite des dupliqués, la visite incrémentale, le coût par visite, qui viennent compléter tout ce que vous avez l'habitude d'utiliser au quotidien. Thibaut, du côté de Nielsen IQ, vous pouvez nous expliquer aussi votre méthodologie et les KPI que vous pouvez remonter aux annonceurs? Totalement. Alors, la méthodologie, que ce soit programmatique DOH ou DOH, finalement, elle n'est pas très éloignée. Nous, notre unité de mesure, et je pense que Clémence, tu l'as mis en avant dans la présentation précédente, c'est le magasin. Donc, ce qui va changer avec le programmatique DOH, c'est qu'effectivement, les variables à utiliser sont extrêmement dynamiques. On peut jouer sur les heures, sur les moments forts, sur des critères contextuels comme la météo. Nous, les KPI qu'on va remonter vont rester les mêmes. C'est la vente. Après, on peut en parler en valeur, on peut en parler en volume, en part de marché. Et ce qui va nous intéresser à nous, publicitaires, forcément, c'est la profitabilité, ou plus communément appelé le ROS, le retour sur investissement. Return on ad spends. Exactement, tout à fait. Et pour rejoindre Emmanuel, ce qui nous intéresse, c'est l'incrément, donc le ROS ou le ROS incrémental, c'est-à-dire les ventes comparées réellement drivées par la campagne. La méthodologie, juste en 3 piliers pour que ce soit très clair. Donc le premier, c'est identifier l'exposition. Et c'est là où le travail avec les partenaires technologiques est clé, notamment les DSP, pour justement repérer les inventaires et remonter dans la planification en amont aussi pour qu'on puisse travailler ça avant la campagne, de justement coller les groupes de magasins qui vont être traqués sur les ventes avec les inventaires réellement diffusés pendant la campagne. Et ça, effectivement, c'est le premier point. Le deuxième, c'est de pouvoir, c'est le plus difficile par rapport aux problématiques DOH, c'est là où Nielsen IQ est un différenciateur, c'est de créer le contrefactuel. Donc c'est de réussir à créer un groupe de magasins jumeaux qui va avoir les mêmes caractéristiques que le groupe de magasins exposé de façon très fine. Et donc pour ça, on utilise des variables d'appariement, et c'est là où la science effectivement de la donnée transactionnelle et magasin est très intéressante, parce qu'on va utiliser beaucoup de variables d'appariement. Certains qui seront liés au chiffre d'affaires de l'enseigne, mais aussi de la catégorie, voire on va pouvoir apparier les magasins sur des appartenances à des centrales d'achat. On va pouvoir regarder les caractéristiques, les attributs physiques du magasin, ou utiliser même des attributs liés à la zone du magasin, que ce soit lié à la pression concurrentielle, ou des logiques de démographie, de niveau de vie dans la zone. Une fois qu'on a fait ça, on a nos 2 groupes de magasins bien identifiés, activés versus non activés, et on calcule du coup l'incrément sur les ventes. Il y a le fait d'extraire les KPI, et juste pour finir, il y a le fait de les interpréter aussi, et c'est là où on a besoin d'experts PGC, FLS, mais aussi des experts des verticales non endémiques pour justement bien interpréter cette data. Si vous faites un 7% d'uplift, par exemple, l'histoire sera totalement différente si dans le même temps votre concurrent a fait plus 5 ou moins 20.
Et donc nous, si vous voulez, voilà, dans ce contexte-là, on n'est pas tant des mesureurs de la vente, on mesure ce qu'il se serait passé s'il n'y avait pas eu de campagne. Et c'est de là qu'on peut faire toute l'interprétation derrière. Alors, on voit 3 solutions qui sont très complémentaires. Diane plutôt donc, sur le haut de funnel et la partie branding, et Emmanuel plutôt sur la partie trafic en point de vente et Thibaut sur la partie mesure des ventes. Diane, c'est quoi justement la complémentarité entre vos 3 solutions? Est-ce que vous travaillez ensemble et qu'est-ce qu'ils attendent les annonceurs? Alors, je pense qu'ils l'ont bien expliqué de par leurs expertises. Aujourd'hui, on est complémentaires parce qu'en fait, on adresse des questions très différentes. Enfin, très différentes. On adresse des questions différentes. Je crois que Apidemix, aujourd'hui, l'objectif premier, c'est d'aller comprendre quelles sont les perceptions qui auraient changé dans la tête d'un consommateur suite à l'exposition à une campagne. Là où, effectivement, du côté de Thibaut, on va plutôt, effectivement, comme tu l'as très bien expliqué à l'instant, comprendre l'impact s'il n'y avait pas eu de campagne. Et Smart Traffic sur effectivement les générer des visites. Donc je crois que effectivement la conclusion là-dessus qu'il faut tirer, c'est que on vit mieux en complémentarité que de façon indépendante. Je pense qu'il est important de savoir qu'est-ce que la campagne a pu générer avant de pouvoir faire un lien avec ce que ça a généré en point de vente et inversement. Emmanuel, sur la complémentarité entre vos solutions? Mais en fait, la complémentarité, c'est exactement le funnel de transfo du début à la fin. C'est exactement comme ça qu'on peut se représenter notre collaboration. Et puis, nous, d'un point de vue chez Ocube, c'est des métiers qu'on ne sait pas faire. Toute la partie brand lift, notoriété, c'est des choses qui nous échappent complètement. Donc, et les agences et les annonceurs sont obligés de faire appel à notre complémentarité. On n'est pas non plus la machine à café qui sait absolument tout faire. Et à un moment, il faut trouver, en tout cas, son focus et bien le faire. Néanmoins, on prend le relais, on est capable d'apporter les KPI supplémentaires avec une lecture consolidée de l'ensemble de nos partenaires. Parce qu'encore une fois, il faut savoir prendre du recul sur tout ça. On en parlait juste à l'instant. La lecture d'un KPI n'est pas le même en fonction de l'industrie, en fonction du contexte économique, en fonction des soldes, pas des soldes. On sait que dans un centre commercial, on va avoir potentiellement un week-end où il pleut, beaucoup plus de monde. Cet uplift, il est lié à quoi? À la météo, à la campagne des OH en question. Il faut savoir le prendre en compte et prendre du recul. Et en tout cas, à votre niveau, vous êtes capable de dire si le branding est efficace et si une marque est capable de générer plus de visites en point de vente qu'une autre? Complètement. Oui, on est capable d'accompagner effectivement les clients sur ça, de les comparer les uns avec les autres. C'est pour ça qu'il faut avoir ces fameux benchmarks dont Thibaut parlait tout à l'heure, pour comparer et voir comment on se positionne sur les visites en point de vente. Et Thibaut, effectivement, même question. Le branding, les visites, ça vous permet d'améliorer l'analyse des campagnes pour vos clients. Totalement. Et petite révolution qu'on voit passer dans les briefs aussi, c'est de voir aussi remonter cette donnée de vente un petit peu dans le funnel et d'être utilisée un petit peu de plus en plus en complémentarité avec on va dire les KPI plus traditionnels du média. Et de vraiment tendre vers un pilotage à la contribution business, en tout cas de tendre vers cet objectif-là. Nous, ce qu'on remonte beaucoup des besoins des CMO, notamment comme on a notre réseau d'industriels, on sort tous les ans un rapport qu'on appelle le Chief Marketing Officer Outlook. Ce qui ressort ces 2 dernières années, c'est vraiment une demande forte de rentabilité. Je pense qu'on l'a dit, mais sous la pression économique globale très forte, et c'est légitime, la demande de rentabilité, elle se fait à tous les niveaux. Ça rend des fois la mesure aussi, l'interprétation de la mesure complexe, quand on veut mesurer par rapport à d'autres canaux, quand on veut mesurer une exposition ou une campagne seule. Donc notre métier, c'est aussi d'accompagner. En tout cas, plus on a de KPI, mieux on comprend ces campagnes. Et un point, les données, on les remonte rapidement. On peut faire de la mesure quasiment en temps réel. Alors effectivement, je vais rebondir là-dessus. On a, en tout cas chez Apidemix, sur la partie branding, comme tu le disais, on a récemment lancé un mode in-flight qui pour moi est absolument game changer dans l'industrie, puisque aujourd'hui on est en mesure, de pouvoir optimiser ses budgets en temps réel.
Donc, quoi de mieux que pour le DAOH et le PDOH. Donc, pas besoin d'attendre la fin de la campagne. Exactement, voilà. en post-campagne pour justement investir mieux. Et ajuster, Exactement, en fonction des segments touchés, en fonction effectivement des tranches d'âge qui réagiraient le mieux à certaines créas, en fonction des créas aussi diffusées, et ainsi de suite. Emmanuel, même question. Vos solutions, elles se rapprochent aussi du temps réel ? 100% temps réel, et c'est surtout l'avantage, effectivement, avec le PDOH, où, grâce à notre système de tracking, on est capable de capter cette exposition en temps réel, la position du panneau, tout un tas d'éléments qui nous permettent de consolider cette espèce de temps réel. On restitue les résultats à J+1 parce que malgré tout, on manipule énormément de données et il faut que ça tourne plusieurs heures. Donc en 24 heures, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un affichage le jour 1, dès le lendemain, on fournit des KPI de pilotage pour permettre d'ajuster une campagne, de prendre en compte un certain nombre de facteurs. Est-ce que par exemple la créa marche mieux si c'est la créa A versus la créa B ? Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire dès le lendemain. De l'A/B testing. Effectivement, on n'aura pas forcément suffisamment de données et elle ne sera pas suffisamment représentative pour prendre la bonne décision. Mais au bout de quelques jours et à partir d'un certain volume, on commence à avoir les outils, le Google Analytics du retail et du physique. Enfin, Thibaut, j'imagine que c'est important pour les retailers, effectivement, de pouvoir ajuster les campagnes quasi en temps réel, en tout cas en 24 heures, 48 heures. Alors, on aimerait bien. Ma réponse, c'est que c'est pas aussi simple. Il y a deux façons de l'aborder. La première, un petit peu traditionnelle avec les études, c'est de se dire qu'effectivement, on va pouvoir aller creuser le résultat de façon fin dans la durée. Alors, on peut aller jusqu'à la semaine. On travaille aussi pour descendre à la journée. La deuxième réponse, qui est très propre aussi à mon rôle de justement directeur commercial des partenariats sur la partie AdTech, c'est de travailler avec l'écosystème tech. Et ça, par exemple, on va le faire avec des DSP omnicanal comme The Trade Desk, des spécialistes comme Displace ou même des intégrateurs data comme AdSquare. Et ce qu'on cherche à faire, à craquer, c'est comment rendre cette donnée de vente de plus en plus liquide et flexible pour que justement, oui, elle puisse être utilisée de façon plus facile, parce que finalement, un comportement de vente, c'est quelque chose qu'on peut aussi trouver dans le passé. Comme nos données, elles sont collectées passivement tout le temps, on peut aussi s'intéresser à des périodes similaires, on peut s'intéresser à des comportements dans le passé pour les réintégrer dans le présent. Mais en tout cas, voilà, de pouvoir aller vers une optimisation de plus en plus en continu des campagnes avec cette donnée de vente. Un mot sur l'omnicanalité. J'imagine que les annonceurs et les retailers, ils ne font pas que de l'affichage. Diane, comment vous inscrivez vos solutions de mesure dans cette logique omnicanale ? Est-ce que c'est les mêmes méthodologies ? Vous êtes présent évidemment sur d'autres leviers. Tout à fait. Comme je le disais effectivement en introduction, aujourd'hui on couvre tout type de levier, hein, de l'online vidéo en passant par le social et le programmatique DOH. Aujourd'hui, on le ressent. Chez nos clients, que ce soit les agences médias, les annonceurs en direct, les tech, même les adtech, cherchent absolument à pouvoir aussi bien prouver l'efficacité des leviers de manière individuelle, mais aussi dans son ensemble. Donc, c'est là où Apidemix y répond, c'est qu'aujourd'hui, avec des KPI standardisés, je dirais, on va pouvoir effectivement générer des uplifts sur ces KPI et pouvoir démontrer en quoi le programmatique DOH a pu apporter son lot de succès dans un mix média qui est bien plus large. Voilà. Alors les métriques sont peut-être pas tout à fait les mêmes. On fait pas un ciblage à l'individu, j'imagine, en PDOH. Vous arrivez quand même à réconcilier tout ça ? Tout à fait. Alors on va avoir effectivement nos échantillons qui sont composés de 500 répondants par levier, du coup. Donc là, en l'occurrence, pour le programmatique DOH aussi. Et effectivement, on va pouvoir justement, en parallèle avec ce que je disais par rapport à l'InFlight, par rapport à son mix média, pouvoir optimiser en temps réel ses KPI, aussi bien sur les autres leviers que sur le PDOH. Et cet affichage extérieur, il est compétitif par rapport à d'autres leviers en termes de branding ? Tout à fait. Je sais que tu aimes les chiffres, Jérôme, donc je vais t'en donner quelques-uns. Effectivement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'en fait, le programmatique DOH va être un énorme succès sur tout ce qui est mid et bas de funnel. Donc typiquement, tout ce qui est l'image de marque, la considération, de générer des intentions spécifiques liées au produit ou à la marque. En moyenne, ce qu'on note, c'est qu'on a 5 points de plus en termes d'uplift par rapport à tous les autres leviers. Donc c'est notable. Ah bon, voilà. Bravo.
C'est important d'avoir ce chiffre. Hein. Les gens ont envie d'applaudir. Applaudissez, Diane et Epidemix pour cet excellent chiffre. Emmanuel, même question. Votre solution Smart Traffic est occupée. Elle adresse cette question de l'omnicanalité et ça vous permet également de voir l'efficacité du format affichage extérieur? Alors complètement, dans notre vision, c'est même fondamental. Mais après, c'est aussi une question de maturité. On voit que les annonceurs, certains ont déjà du mal, levier par levier, à être capable de tout mesurer. Donc, alors dans une vision à trip, contrib et omnicanalité, c'est pas forcément très très simple. Néanmoins, nous on travaille à l'individu, donc on est capable dans une fenêtre d'attribution de dédupliquer le parcours et suivre de la première exposition publicitaire jusqu'à l'avenue en point de vente. Et effectivement, le DOH est complémentaire d'un certain nombre de leviers puisqu'il est très géographiquement ciblé. On sait le compléter avec du SMS, avec de l'INAP, avec ce type de levier. Et là, pour le coup, on arrive à avoir des choses qui sont assez intéressantes. Est-ce qu'on peut partager quelques chiffres également? Alors non, malheureusement, nous, on n'a pas assez de chiffres parce qu'on a besoin d'agréger beaucoup de volume pour avoir un petit peu de recul. Mais on espère, là, dans le prochain baromètre, rentrer le DOH programmatique. Mais il nous faut du volume pour agréger les résultats et sortir quelque chose d'intéressant. Mais en tout cas, on sait que nos clients, quand ils combinent ce levier parmi d'autres, peut-être leviers digitaux, on a en règle générale quand même une meilleure efficacité parce qu'on est capable de toucher plusieurs fois la même personne à différents moments de sa journée et c'est ça qui fonctionne bien. Donc, en tout cas, un levier complémentaire Exactement, des tout à canaux préexistants. Ok. Thibaut, même question sur l'omnicanalité, c'est un point important également pour les retailers. Ils font rarement des campagnes 100% DOH, j'imagine. Alors pour les marques surtout, c'est un levier qu'on voit de plus en plus intégré dans les plans et c'est pour ça qu'encore notre message important, c'est aussi de faire remonter la mesure dans la planification pour justement s'assurer qu'on va pouvoir mettre en place les bons KPI à traquer. Pour donner des chiffres, parce que ce qui est intéressant, on travaille sur un case study avec le trading desk Ted Jordan et l'agence Active International sur une campagne qu'on a faite où justement le programmatique DOH était intégré. Mais il n'était pas seul, effectivement. Il était en lien avec des stratégies magasins in-store, avec de l'ultra-personnalisation. Et les résultats qu'on a pu remonter sur les ventes étaient effectivement des 15% de lift sur la performance en valeur, 13% sur la pénétration en volume. Et on a aussi remonté, en fait, c'est ça qui est intéressant, plein d'insights complémentaires sur justement le fait que le programmatique DOH dans cette campagne avait pu avoir des effets un petit peu catalysateurs, accélérateurs spécifiques aux canaux et à la période dans laquelle ça a été diffusé, qui était une période très spécifique et sur laquelle je peux pas aller plus loin. Mais je pense que pour le programmatique DOH, effectivement, l'enjeu, c'est de se doter d'outils et d'armes pour pouvoir se comparer finalement à du social media, du retail media et même les wall gardens, etc. Et j'ai la conviction que la donnée de vente peut aider à faire ça, c'est-à-dire de pouvoir se doter justement de la contribution business que pourraient générer nativement les autres leviers. Donc pas de chiffre, mais en tout cas cette conviction qu'effectivement le DOH, ça fait vendre. Tout à fait, c'est en tout cas avec la donnée de vente, j'ai envie de dire, c'est un levier qu'on va rendre de plus en plus attribuable et qu'on va devoir. Et je pense que dans ces logiques de test aussi d'impact sur les ventes, et c'est pour ça que je peux tendre des perches à nos partenaires, mais on a avec cette façon de faire de la mesure d'impact avec des magasins, on peut aussi réduire les zones. Donc on peut faire en fait des A/B tests et on peut tout à fait isoler un paramètre et on pourrait tout à fait isoler le paramètre programmatique DOH versus le reste de la campagne amplifié avec les différents leviers pour pouvoir extraire justement l'apport du programmatique DOH dans le reste du dispositif. Merci, je vais vous demander à tous les trois un mot de conclusion. Diane, qu'est-ce qu'il faut retenir de nos échanges ? Alors moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que aujourd'hui, on constate que lorsque la mesure, quelle qu'elle soit, en fonction des objectifs de campagne qu'on essaye d'adresser ou auxquels on essaye de répondre, dès qu'il est intégré, je dirais, au commencement, c'est-à-dire à l'étape du brief, en fait, vous allez avoir, et on le voit, on le constate chez nous, il y a plus 12% de campagnes qui sont reconduites ou de budgets réinjectés suite à une campagne. Et je parle uniquement du DOH, PDOH. Donc, je vous encourage vivement à le faire. Merci, on invite tout le monde évidemment à tester les solutions d'Epidemix et à rencontrer Diane pour en savoir plus. Emmanuel, le mot de conclusion ? Eh ben oui, effectivement. Alors,
Moi, je vais tous vous convaincre de mesurer absolument tout. Mais en tout cas, c'est pourquoi vous voulez mesurer cette campagne. C'est quoi l'objectif? Est-ce que dans un premier temps, c'est de dire est-ce que ça fonctionne? Dans un deuxième, est-ce que c'est tel ou tel créa où on parlait de l'A/B test? Mais en tout cas, c'est le but derrière de la mesure. Parce que avec ce but, vous allez mieux mesurer parce que vous allez anticiper en tout cas la configuration, l'onboarding de votre campagne. Et ça, c'est hyper important. Pour une smart mesure, n'hésitez pas en tout cas à aller voir Emmanuel Isnard de Smart Traffic avec sa solution Ocube. Merci Emmanuel. Thibaut, le mot de conclusion pour Nielsen IQ. On en a beaucoup parlé, donc effectivement, nous, on vous encouragera à rendre ces KPI de plus en plus lisibles dans les plans et de pouvoir bien les utiliser et de passer donc de ce que tu disais d'une logique de mesure, de bilan, mais d'aller finalement vers de l'optimisation, puisque la mesure est intéressante si elle rentre, si elle revient finalement dans les algorithmes de diffusion, et c'est là où on crée beaucoup de valeur. Je pense que le programmatique DOH est aussi un environnement très créatif. Je pense que la donnée de vente peut, par ces logiques d'A/B test, de tester des choses réduites, puis de le déployer en national, en régional, peut être un vrai facteur de créativité pour ce levier. Voilà, et comme mot de conclusion, je dirais que la data, elle existe, les technologies sont prêtes, donc après, ça devient culturel, c'est-à-dire encourager les annonceurs et leurs agences à aller vers un pilotage de leurs investissements médias de plus en plus avec cette logique business outcome, la vente, et avec le programmatique DOH forcément intégré, qui peut vraiment devenir un levier full funnel avec ces outils dont nous parlons aujourd'hui. Merci, n'hésitez pas à vous tourner vers Thibaut pour en savoir plus sur les solutions Nielsen IQ. On peut applaudir notre speaker. Merci. Merci. Merci à tout le monde. Merci à tous les trois et on va enchaîner avec une seconde table ronde, le DOH programmatique dans le mix média, complémentarité, conditions de développement et intégration. Enjeu annonceur, j'invite Nadia Pinon, de Group Advertising Manager d'EDF, Mathieu Lebihan, directeur de la communication de TGV Inouï chez SNCF, et Théophile Turc, partenaire d'Avas Media, à nous rejoindre sur scène. Mettez-vous sous vos photos. Bonjour à tous les trois. Bonjour. On peut les applaudir. Chacun un micro. Allô, allô. Merci d'être parmi nous ce matin. Bon, on va démarrer de la même manière et se présenter rapidement. Nadia, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Dites-nous ce que vous faites de beau chez EDF, Group Advertising Manager. J'imagine que vous gérez les questions publicitaires. Exactement. Donc bonjour à tous, Nadia Pinon. Donc, je travaille à la direction de la communication du groupe EDF. Je suis en charge des campagnes de marque, entre autres, pour EDF. Ça, c'est depuis à peu près 10 ans, mais ça fait 23 ans que je suis chez EDF. J'ai pas 70 ans, je suis pas botoxée, mais mais quand on commence sa carrière chez EDF, bah on y reste parce qu'on y est bien et voilà, on s'ennuie pas du tout. Quelques mots peut-être sur EDF, c'est un des plus gros annonceurs français. Et oui, tout à fait. Donc en fait, oui, on a des gros budgets médias parce qu'on a des enjeux énormes en termes de préférence de marque face à nos concurrents qui sont de plus en plus féroces sur le marché. Donc il faut qu'on fasse préférer EDF face à eux. Et aussi, en fait, on travaille aussi, une de nos priorités en publicité, c'est de faire préférer l'électricité face aux autres énergies. Pour un avenir plus durable et souverain, puisque je pense que vous le savez, bon, déjà toute l'électricité est produite en France et la majorité d'entre elles par EDF. Donc voilà, donc l'idée c'est de continuer à faire préférer l'électricité, mais on a aussi des priorités commerciales, hein, évidemment. Vous le savez, enfin je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on gagne des parts de marché, en tout cas qu'on maintienne nos parts de marché. Face à nos concurrents. Et capter les Français, j'imagine, dans des moments un peu clés de changement de vie, c'est ça? C'est un vrai sujet aussi pour vous? Oui, tout à fait. Le déménagement. Tout à fait. Bah, justement, l'affichage, le DOH, le média, nos campagnes en général, en fait, nous permettent vraiment de rebondir sur des moments de vie des gens, notamment, par exemple, le déménagement. Ça nous permet, par exemple, d'être ultra affinitaire quand on va chercher, par exemple, du DOH dans les agences immobilières. On va en parler concrètement, Voilà. mais en tout cas, ça fait partie de vos problématiques. Tout à fait. À votre gauche, Mathieu Lebihan. Donc, bonjour. Bonjour à tous. Directeur de la communication de TGV Inouï chez SNCF. Est-ce que vous pouvez présenter également en quelques mots votre activité? Bien sûr. Déjà, nous, on est des gros utilisateurs de l'électricité. Hein. Le ferroviaire, c'est très important pour nous. Vous êtes le premier acheteur d'électricité
l'électricité industrielle. Je voulais en pas le France. dire, mais effectivement, voilà. Mais si, faut le dire. Cocorico. Donc ravi d'être là. Moi, j'ai la chance de m'occuper de la communication de TGV Nouilles depuis 3 ans maintenant. C'est passionnant parce que c'est un secteur qui est en pleine transformation, fortement en développement. Le part du gâteau augmente et en même temps, il y a l'arrivée de la concurrence qui nous challenge beaucoup. Comme EDF finalement. Exactement. Donc nous, on est passé un peu de promouvoir le mode le train à promouvoir nos marques maintenant dans une logique concurrentielle. Donc à développer des funnels là où avant on était un peu plus uniquement sur le haut de funnel. Et Inouï, c'est la marque premium, hein, je crois, dans C'est l'offre ça, TGV. exactement. C'est vraiment la marque mainstream. On dit mainstream de qualité parce que voilà, certains vont dire que le train est cher. Réservé à l'avance, c'est moins cher. Il y a des astuces, il y a des produits tarifaires aussi. Mais voilà, effectivement, on est nous le produit le plus de qualité. Ouais. Et également un des premiers annonceurs de France, groupe SNCF. Alors oui, groupe SNCF, premiers annonceurs de France. Côté TGV Nouilles, forcément, nous on a un peu moins de budget, mais on bénéficie vraiment de cette réciprocité avec la SNCF, qui nourrit la marque TGV et TGV vient nourrir la marque SNCF. Merci. À votre gauche, Théophile Turc, bonjour. Partenaire d'Avas Media, je ne sais pas si le micro fonctionne. Bonjour. Bonjour, Avas Media, quelques mots. Alors on est chez Publicis, mais quelques mots quand même à propos d'Avas Media. Je suis ravi d'être chez Publicis ce matin. Merci encore pour l'invitation. Je suis ravi évidemment d'être avec Nadia et Mathieu. Moi je travaille chez Avas Media depuis bientôt 15 ans et j'ai la chance d'accompagner justement le groupe EDF, le groupe SNCF sur l'ensemble des problématiques de communication qui viennent d'être évoquées sur l'intégralité des leviers et des services qu'on propose au sein de l'agence. Merci. Alors, on est là pour parler de DOH, de PDOH, d'affichage extérieur. Nadia, ça représente quoi ce levier chez EDF? Ces leviers? Alors, depuis récemment, énormément. En fait, ça a explosé, le budget DOH a explosé entre 2024 et 2025. Avant, on en faisait très rarement. Mais là, on est à plus 140% depuis... sur un an, voilà, c'est énorme. Et comment expliquer une telle croissance? Vous aviez tardé à investir ce levier? En fait, on s'est rendu compte, déjà, on a vu nos concurrents y être de plus en plus. Et on s'est dit, il y a plein de raisons. En fait, c'est un levier hyper puissant. Il y a une montée rapide de reconnaissance. Le message est très bien compris, perçu. L'attention des gens sur l'affichage est plus importante. Et ça nous permet de venir en complémentarité de nos autres leviers. Donc, en tout cas, plus 140% de croissance. Mais est-ce que c'est encore modeste dans votre mix média? Je pense que ça va encore grossir. Ouais. D'accord, ouais. Mais on part de bas, j'imagine. On part de très bas. Très bien. Mathieu, même question. Ça représente quoi pour vous l'affichage extérieur, notamment l'affichage numérique programmatique? Nous, tout l'inverse. On a un acteur très très porté sur l'affichage historiquement. On a la chance d'avoir des réseaux où on a une audience très qualifiée. C'est ça, vous en vendez, donc vous connaissez le sujet. Donc voilà, très pratique pour nous d'aller chercher de la puissance et de l'audience qualifiée avec maintenant le programmatique digital. Et en plus, donc on continue, on a fait plus 8% entre 2024 et 2025 parce qu'il y a aussi des nouveaux acteurs type Taxi, on l'a vu, DOH ou Philips qui nous permettent d'aller chercher encore d'autres audiences pour faire du switch modal, que ce soit sur l'arrivée à l'aéroport ou par exemple le taxi ou même les voitures avec Philips. Donc très intéressant pour nous. Pas de chiffre sur la part de marché du DOH dans votre mix média? C'est fluctuant, mais je crois qu'on va être autour de 30% quand même. Ah oui. Ouais, c'est assez important. Ouais. Très bien. Théophile, c'est quoi les grands chiffres du marché sur l'affichage extérieur en général et notamment les nouveaux leviers DOH et PDOH? Il y en a plusieurs qui ont été évoqués ce matin en introduction. Je ne vais pas les paraphraser, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une profondeur d'inventaire, une diversification de l'inventaire qui est de plus en plus forte. Ça provoque des opportunités qui sont nouvelles pour les annonceurs qu'on accompagne. À l'agence, on regarde deux métriques qui nous intéressent particulièrement pour voir comment se comporte aussi notre portefeuille par rapport au marché. C'est la part de nos annonceurs afficheurs qui intègrent le DOH, dont le programmatique DOH dans leur plan de communication, et la part de ce levier-là sur ce territoire historique de l'affichage. Il y a des chiffres hyper encourageants qui ont été partagés ce matin. On peut les redonner peut-être?
On peut les redonner. Il y a 47% des annonceurs afficheurs, quel que soit le levier offline, online, qui investissent en DOH. Et le poids du DOH, ça représente maintenant 23%. Pourquoi nous, on est confiant sur l'attraction et la dynamique du marché? Parce que sur notre portefeuille agence, on constate justement une dynamique qui est légèrement plus forte que ces chiffres marché. Par exemple, ça représente un peu plus de 25% maintenant le poids du DOH sur les budgets affichage qu'on pilote. Donc une très belle dynamique de croissance. Alors Nadia, vous avez commencé déjà à nous l'expliquer. C'est quoi les KPI donc, que vous recherchez avec ce levier? Donc c'était principalement la préférence de marque, c'est ça? Oui, donc il y avait la préférence de marque, mais il y avait aussi toute la partie commerciale. L'affichage en fait nous permet d'aller vraiment chercher, de rebondir en fait sur et de façon ultra affinitaire sur des moments de vie des gens. Par exemple, je disais tout à l'heure, le moment du déménagement, c'est un temps fort commercial énorme pour nous parce que c'est le moment où les gens potentiellement changent de fournisseur d'énergie. Donc l'affichage nous permet, par exemple, voilà, de diffuser sur les agences immobilières, d'aller. Oui. Et en termes de KPI de mesure, ça serait quoi? Vous mesurez, tout à l'heure on évoquait le branding, les visites, les ventes éventuellement. Vous êtes capable de suivre tout le funnel? Alors aujourd'hui, pas vraiment, mais on est en demande. D'accord. On aimerait bien suivre plus précisément tout ça, mais parce qu'effectivement, on fait partie des annonceurs qui investissent de plus en plus sur ce levier-là, et on aimerait avoir plus de KPIs, plus de détails dans les données, ce que ça nous permet de générer en termes de business, etc. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de. Mais c'est l'objectif en tout cas à moyen terme. Tout à fait, tout à fait. Mathieu également, même question, c'est quoi vous les KPI que vous recherchez? Nous pareil, on est très porté sur le brand lift. On a encore des sujets sur la partie drive to store qu'on doit muscler un petit peu, mais qu'il y a des problématiques et très SNCF. Voilà. Juridiquement, c'est très compliqué, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mais on a aussi des KPI plus d'efficacité média, donc notamment avec des nouveaux acteurs. On parlait de DOH tout à l'heure, qui permet de mesurer l'attention. Donc ça, c'est des sujets qui sont aussi très importants pour nous, sachant qu'on a beaucoup de budget sur le haut de funnel. C'est au-delà de mesurer la puissance, c'est comment on arrive à mesurer la qualité de la réception de l'audience, et la mesure de l'attention notamment est une très bonne façon de le faire. Ouais. Théophile, je crois que EDF a plus de boutiques, hein, donc du coup effectivement le drive to store c'est plus forcément un sujet pour vous. Mathieu a encore évidemment beaucoup de points de vente. C'est quoi aujourd'hui les principaux KPI recherchés par les annonceurs? En fait, ça dépend, on va se situer dans le funnel et ça dépend surtout le rôle qu'on va donner au DOH dans la séquence de communication, dans le plan marketing qu'on est en train de déployer. Sur le haut de funnel, de manière générale, le DOH aujourd'hui, ça reste un média qui est complémentaire à d'autres leviers. Il y a très peu d'annonceurs qui jouent aujourd'hui ce levier en stand-alone dans une séquence de communication, quelle qu'elle soit. Sur le haut de funnel, avec les campagnes branding, ce qui va nous intéresser, nous, c'est d'aller chercher de l'incrément à travers les expositions DOH. Est-ce que le DOH va nous amener plus de mémorisation, plus de souvenirs publicitaires et à travers ces KPI-là, la notion de qualité de l'impact qu'évoquait Mathieu à travers des métriques comme celle de l'attention. Sur le bas de funnel que Nadia évoquait avec des enjeux commerciaux qui sont de plus en plus, t'as dit féroces, c'est ça? Qui sont de plus en plus intenses en tout cas. Ce qui va nous intéresser, c'est d'aller chercher du lift à minima sur de l'intention d'achat avec des protocoles de mesure qu'on est en train de structurer pour se rapprocher de la donnée business. Et au même titre que Mathieu évoquait des enjeux juridiques qui sont complexes, ça en fait partie. Aujourd'hui, l'intégralité de nos annonceurs sont exposés à ces difficultés-là pour réconcilier la donnée publicitaire, quelle qu'elle soit, et la donnée business. Alors Nadia, vous commenciez à nous parler de campagnes concrètes. Hein, vous opérez, je crois, sur les vitrines, hein, c'est ça, des agences immobilières. Vous pourriez nous parler un petit peu de cas concrets? Oui, j'ai commencé à l'évoquer. Donc un autre exemple, pour aller chercher toutes ces cibles plus affinitaires. Donc on a effectivement les vitrines d'agences immobilières au moment de la rentrée scolaire. Alors peut-être on peut parler des agences immobilières, vous parliez de ces moments de vie. Évidemment, lorsqu'on se rend dans une agence immobilière, c'est qu'on va déménager, c'est là une opportunité pour vous. Exactement, et c'est exactement ça, et c'est le moment de les adresser avec des offres, des promos, des parrainages, voilà. Donc c'est ultra ciblé, j'imagine, c'est très efficace.
Ouais, oui, on constate des pics oui, d'abonnements d'appels sur nos centres d'appel EDF. Un autre exemple, la rentrée scolaire, on peut aller diffuser dans les campus, pareil, des promos pour les étudiants, Ah des oui, choses parce que comme là ça. aussi, c'est des moments où ils prennent leur indépendance et c'est l'occasion de leur présenter vos offres. Voilà, exactement. Nous, voilà, c'est ce type de campagne qu'on peut faire et qui nous intéresse particulièrement. Mathieu, est-ce qu'on peut donner aussi quelques exemples? Bien sûr, nous on a une cible principale, c'est la cible pro, hein. C'est forcément celle qui a le panier moyen le plus élevé, et le DOH et le PDOH est un des best performers, sont les best performers sur cette cible-là chez nous. Et après, on a souvent deux typologies de campagnes. On aime bien faire des fils rouges digitaux pour travailler la considération et faire connaître un peu notre gamme d'offres, vraiment le faire sur un temps long. Et on va venir en complément avec du 2H apporter un peu de contextuel pour pouvoir soit adresser des pics de trafic en gare, soit adresser des contextes clients qui pourraient nous permettre de contextualiser la création pour gagner en impact. Et après, on vient aussi sur nos temps forts commerciaux. Encore une fois, hein, on a la chance d'avoir une audience forte en gare, hein, qui sont des gens qui prennent le train forcément. Donc de pouvoir leur adresser directement de manière assez puissante des instants et des pro-business pour pouvoir adresser cette audience. Théophile, on le voit, hein, c'est des campagnes qui permettent d'être très très ciblées parfois sur certaines cibles stratégiques, changement de vie ou professionnel. Hein. Ouais, bien sûr. Encore une fois, ça a été un peu évoqué en intro, mais la croissance qu'on constate sur le levier, elle est drivée par deux facteurs, à mon sens. Il y a cet essor d'inventaire, donc la capacité d'avoir de plus en plus de points de contact en DOH, et là, ça vient compléter des enjeux de reach, si je le simplifie à l'extrême, exactement. Et ensuite, il y a tous ces inventaires que je peux qualifier d'ultra niche, que ce soit sur l'environnement de diffusion ou la capacité à adresser certaines cibles, qui font qu'on peut commencer à tricoter des expériences pour les cibles qu'on cherche à adresser, qui sont ultra spécifiques, en croisant de la donnée de ciblage, en croisant un environnement d'exposition, et comme l'évoque Mathieu à l'instant, en croisant des typologies de messages qui sont pensés spécifiquement sur un moment de vie ou un moment du parcours voyageur, dans l'exemple de ce qu'on peut opérer pour TGV Inouï. Alors on parle aussi de plus en plus d'omnicanalité. Nadia, comment vous inscrivez ces campagnes DOH dans une stratégie omnicanale avec d'autres leviers médias? En général, sur nos campagnes de préférence de marque, où on a un énorme socle en télé, en VOL, donc plutôt en haut de funnel, on utilise vraiment l'affichage en complément de ces campagnes de marque. Et sur la partie commerciale, où là on est plus dans la promo, l'offre en digital, en social, même en audio, là aussi l'affichage vient compléter ces leviers-là. Il permet d'être efficace, donc aussi bien pour faire préférer notre marque que pour vendre de la promo, du bonus. Voilà. Mathieu, même question. Vous avez des stratégies omnicanales Complètement. Nous, dans quasiment l'ensemble de nos campagnes, l'axe DOH est activé. Hein. On voit vraiment et on post-teste tout, donc on sait, on a des retours, on voit que ça performe bien. Et après, on vient aussi adresser des objectifs très ponctuels. Nous, on a des concurrents qui sont les nouveaux entrants, mais aussi des concurrents historiques, que sont l'aérien et la voiture. Hein. Cette bonne guerre, c'est la concurrence de mode. Et là, on a vraiment des leviers avec le taxi, encore une fois, avec maintenant les écrans dans les stations essence, d'aller adresser directement ces audiences-là. Donc, le média DOH répond à des enjeux vraiment qui sont multiples pour nous. Et du coup, on va l'adresser soit de manière vraiment omnicanale dans un mix média très puissant, soit vraiment très ponctuel pour répondre à un objectif précis. Et comme Nadia, c'est de la complémentarité avec quel type de levier? Elle évoquait la télé ou la vidéo. C'est complémentaire de ces leviers? Oui, complètement. Nous, globalement, si on fait du business, on va faire beaucoup de vidéos, de social, et on va venir vraiment avoir ce socle-là et venir avec du DOH en plus. Et sinon, après, sur plutôt des enjeux de marque, on va arriver sur des leviers vraiment 360. Hein, beaucoup de vidéos maintenant, c'est difficile de se passer de la vidéo et de l'affichage classique comme du DOH. Théophile, ce sont des leviers très complémentaires. On l'évoquait, la vidéo, c'est naturel, c'est même parfois un peu les mêmes formats hein, sur les social media et le DOH vertical, c'est presque les mêmes créas. Ouais, bien sûr, le levier vidéo, c'est un pilier dans l'intégralité des plans de com des annonceurs qu'on accompagne, quel que soit le niveau de discours dans le funnel marketing. Après, nous, ce
intéresse particulièrement en tant qu'agence face à ce que Nadia et Mathieu évoquent, c'est la capacité justement à interfacer l'intégralité de ces points de contact pour répondre à un objectif final qui est plus ou moins le même, quel que soit le levier qu'on active. Ça traduit une exigence qu'on s'applique à l'agence et qu'on partage avec nos annonceurs sur comment on structure nos niveaux de discours, comment les messages qu'on adresse sur les différents leviers activés sont complémentaires les uns avec les autres pour s'enrichir mutuellement et aller chercher justement cette incrémentalité qui est propre à l'addition des leviers. Aucun intérêt pour un annonceur d'aller investir le moins de centimes d'euros sur un levier s'il n'apporte pas quelque chose en plus d'un autre qui est plus historique ou réputé plus efficace ou plus drivé par la créa, ce qui est aussi un enjeu sur le développement d'un levier comme le DOH. Et c'est là où la techno programmatique, pareil, ça a été évoqué ce matin, est pour nous un pilier fort de cette capacité de déploiement, puisque sur un DSP unique ou quasi unique aujourd'hui, on est capable justement de réussir ce défi de l'interfaçage de tous les leviers, que ce soit le display programmatique, la vidéo programmatique, l'audio, le DOH, etc., etc. Merci, je vais vous demander à tous les trois un mot de conclusion. Nadia, le DOH et le PDOH, ce sont des leviers qui sont amenés à grossir dans votre mix média chez EDF? Oui, complètement. C'est ce que je disais tout à l'heure. On est vraiment dans la situation qui a été décrite en introduction. C'est-à-dire que c'est vraiment un levier qui va accroître énormément. Et c'est pour ça qu'on a besoin de mesures systématiques et pour pouvoir justement montrer l'efficacité de ce levier. Et voilà, je pense ça va clairement augmenter dans notre mix. Nous, on post-teste toutes nos campagnes. Vous avez dû voir voilà, notre campagne bleu, blanc, rouge. On attend les post-tests la semaine prochaine, parce qu'on a fait justement du PDOH, du DOH, etc. Et donc, j'attends avec impatience les résultats de... Mais je suis certain qu'ils sont très bons. Je suis certain qu'ils sont très bons. Et puis, on invite tous ceux qui ne sont pas encore chez EDF, évidemment, à souscrire un abonnement, Nadia. Évidemment. Évidemment. Mathieu, le mot de conclusion. Nous, c'est un levier qui est très intéressant. Juste un métrique, on a fait notre dernière campagne avec DOH, on était à 92% de taux d'attention sur 9 secondes. C'est des chiffres qui sont exceptionnels. Aucun média, je pense, à date, en tout cas dans nous, nos post-tests et nos brand lift arrivent à aller chercher des métriques aussi puissants. Et en plus, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que c'est un média, notamment avec le PDOH, où on peut vraiment aller contextualiser, on en parlait, mais c'est extrêmement important. Nous, on a des triggers dans notre industrie, type la météo. Effectivement, quand il fait beau, plus envie de prendre le train quand il pleut, c'est logique. Et ça nous permet d'aller chercher cette granularité, cette efficacité supplémentaire que nous permettait le digital plus classique avant. Donc voilà, donc je pense que ça va nous continuer à être un média puissant, voire on va accélérer Augmenter encore. Également la part dans le mix média. Merci. Puis on invite également tout le monde à réserver un billet pour cet été. Avec plaisir. A priori sur TGV Inouï. C'est déjà fait, nous dit Nadia. Merci. Théophile, le mot de la fin. Non, en conclusion, et pour peut-être compléter les points de vue qui ont été partagés sur la mesure précédemment, ce qu'on constate à l'agence, c'est qu'il y a une pression sur des enjeux commerciaux qui est de plus en plus forte et une pression sur les budgets de communication qui est également de plus en plus forte. Et à travers ça, la boussole des CMO, des DIRCOM qu'on accompagne, ça devient quand même les mix marketing modeling, donc toute la mesure économétrique qui cherche justement à cranter des niveaux de rentabilité et d'incrémentalité sur des mix leviers. Et pour nous, ça nous aide vraiment à qualifier justement le rôle qu'on peut attendre du DOH aujourd'hui et peut-être le rôle qui doit nous permettre collectivement d'aller chercher une croissance de plus en plus rapide. Pour vous donner quelques chiffres, on constate aujourd'hui que le DOH ne permet pas d'aller chercher un incrément business significatif de manière isolée et seule. En revanche, on voit qu'on a des leviers historiques, tu m'interrogeais sur la vidéo, sur lequel c'est de plus en plus difficile d'aller chercher des gains d'efficacité. On atteint peut-être pas des plafonds de verre, mais en tout cas des seuils d'efficacité, des seuils d'incrément qui sont complexes à faire augmenter. En revanche, la complémentarité du DOH, elle est démontrée dans tous les modèles économétriques qu'on opère pour les clients de l'agence. C'est toujours dur sur cette techno-là de moyenner, parce que tous les secteurs sont différents, mais il y a des gains d'efficacité en complémentarité qui sont plus que significatifs. Ça va de 8 à 10 points d'efficacité incrémentale en complémentarité de leviers digitaux, et ça peut monter à 16, 17, 18 points
sur de la complémentarité en gain d'efficacité par rapport à des leviers offline. Très bien, donc on comprend bien la complémentarité du DEH avec les autres leviers. On voit aussi la complémentarité des agences avec leurs annonceurs. Merci beaucoup Théophile d'avoir pris la parole. Avec plaisir, merci à tous. Et n'hésitez pas à traverser la scène pour en savoir plus chez Havas. Merci à tous les trois. Et on va terminer cette matinale avec une troisième table ronde. Et j'invite Mélanie Marie, Sales Manager de Displace, Sherifa Afiri, Directrice Générale Adjointe d'Azerion, Christina Becerra, Account Manager et DOH spécialiste chez Dentsu, et Eric Toury, Directeur Digital Publicis Media Connect, à nous rejoindre sur scène. Bonjour à tous les quatre. Est-ce que chacun est sous sa photo? Non. Mélanie, pardon, on va mettre Mélanie dans le fauteuil. Sherifa, Christina et Eric. Oui, on est quatre. On a assez de micros, on va se débrouiller, on va se les passer. Et on va commencer par un premier tour de présentation. Bonjour Mélanie. Quel est le métier de Displace? En quelques mots, quelques chiffres. Bonjour à tous. Déjà, désolée pour cette voix des cavernes. J'ai laissé ma voix à Bordeaux. Donc, Displace, on est une DSP spécialiste en DOH, pionnier puisqu'elle existe depuis 2014. Donc, les deux fondatrices étaient un petit peu en avance sur leur marché et ont trouvé leur time to market à partir de 2021. Qui s'est accéléré en 2022. On donne accès à un peu plus de 2 millions d'écrans DOH dans le monde. En gros, partout où le DOH est développé, dans plus de 80 pays. Ah oui. Ouais. Vous n'avez pas chômé en 12 ans. Non, ça c'est grâce à la connexion à des SSP. On est connecté aujourd'hui à 9 SSP, les SSP de référence pour le DOH, qui permettent l'accessibilité à ces écrans. Merci à votre gauche, Sherifa Afiri. Bonjour. Vous avez un micro, directrice générale adjointe d'Azerion. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Azerion? Qu'est-ce que vous faites en matière d'affichage extérieur digital? Alors, Azerion, c'est une adtech européenne qui existe depuis plus d'une dizaine d'années, côté Alleuronext. Alors, notre ADN, il est omnicanal. Et pour que ça puisse se faire, on a travaillé une croissance organique et une croissance externe avec des acquisitions assez stratégiques autour de l'omnicanalité sur des leviers très tactiques, l'audio, le rich media, la partie mobile, mais également la partie DOH. Et donc, ça s'est traduit par deux acquisitions structurantes sur cette partie-là. La première, c'est le DSP Hawk, qui nous permet de travailler en fait l'achat programmatique, mais en omnicanalité. Donc, c'est l'expertise du DSP. Et puis, de l'autre côté, on a travaillé une acquisition pour travailler davantage l'expertise éditeur, le maillage, avec Goldbach, en Autriche. Et l'idée, c'est de pouvoir couvrir autant la partie stack, donc full stack omnicanal, mais également la partie éditeur pour mieux accompagner effectivement la connaissance du DOH. Et juste un dernier point, sur cette organisation, on a deux BU bien distinctes qui nous permettent de travailler l'omnicanalité au sein d'Azerion. Une partie self-service, donc avec le DSPO qui va répondre à toute la granularité sur les différents leviers, que ce soit audio, rich media, DOH, drivé par Édouard Petitjean, je crois qu'il est là d'ailleurs. Et puis une partie manage sur lesquelles on va pouvoir également travailler ces différents sujets. Voilà. Merci. À votre gauche, Christina Becerra, qui n'avait pas de micro. Bonjour Christina, bienvenue chez Publicis. Vous êtes account manager et 2 spécialistes chez Dentsu. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette haute grande agence? Tout à fait. Chez Dentsu, c'est une agence japonaise avec plus de 60 000 collaborateurs dans le monde. Je pense qu'ici, tout le monde connaît. Moi, chez Dentsu, je suis spécialiste du format DOH programmatique. Je vais donc accompagner en interne les équipes et en externe un peu les clients pour les activations de DOH programmatique. Puis, j'ai eu un rôle d'évangélisation du format à l'intérieur de l'agence pour accompagner les équipes dans ces nouveaux usages et mieux intégrer le format dans le plan média omnicanal. Très bien, merci. Et à votre gauche, Eric Toury. Bonjour, directeur digital de Publicis Media Connect. Merci Bonjour. de nous accueillir dans vos locaux. L'affichage, évidemment, c'est un vieux sujet chez Publicis. C'est le DOH, j'imagine, c'est en forte croissance également chez vous? Vieux sujet, mais toujours d'actualité. Publicis Connect, c'est une agence intégrée chez Publicis Connected Media. Chez nous, nous accompagnons des annonceurs de tout secteur,
que ce soit des retailers ou FMCG ou même des institutionnels. Tous ces secteurs d'activité sont accompagnés justement à travers des problématiques full funnel, à toute échelle du territoire, et ce qui représente un très très bon terrain de jeu pour nous, pour les sujets de DOH et programmatique. DOH de plus en plus. Merci. Alors, on va évoquer avec vous quatre peut-être les différentes étapes de création d'une campagne. Mélanie, si on commence par les questions de création, c'est quoi les spécificités du format PDOH? Est-ce qu'il faut faire du vertical, de l'horizontal, et quelles sont les complémentarités peut-être avec les formats vidéo qu'on peut voir sur d'autres leviers? Oui, alors ça c'est un gros enjeu, la créa déjà. Se dire qu'aujourd'hui, le DOH, donc, il a sa place très forte, de plus en plus forte, on l'a vu dans les mix médias. Mais la créa est encore un sujet parfois sous-investi. On vous demande de décliner des campagnes vidéo, par exemple, ça manque de... Majoritairement, c'est Ouais. des créas digitales qui proviennent du display, du mobile, parce que ça s'y prête en soi en termes de format, la verticalité. Donc c'est une mise au spec de ces formats digitaux. Mais ce qu'on voit en termes de résultats, grâce à toutes les mesures d'efficacité, c'est que dès qu'on a une créa, un concept dédié au DOH, Théophile en parlait juste avant, avoir un message qui se prête à un environnement de diffusion, ça augmente les impacts très, très fortement. Mais aujourd'hui, c'est encore C'est minoritaire. insuffisamment fait. Alors concrètement, c'est quoi? C'est une géolocalisation de la bannière à son environnement Oui, physique? alors un repiquage d'adresse, ça c'est oui, un principe qui est assez évident. Mais ça peut être aussi avoir un message propre au transport. Et dans un monde idéal, par exemple, un message le matin. Les gens ne sont pas du tout dans le même état d'esprit quand ils se rendent à leur travail versus quand ils rentrent. L'idée, c'est de venir jouer avec ce qui se passe pour les gens autour de l'écran à un moment précis. Donc ça passe par des triggers, des conditionnements d'achat très classiques sur le DOH. Donc on a ces conditionnements d'achat activables par nos clients directement sur la plateforme et sur les DSP par rapport à la météo, par rapport à la qualité de l'air. Ça peut être aussi des triggers qui sont développés spécifiquement pour un annonceur sur leurs horaires d'ouverture. Se dire, je veux communiquer seulement après 30 minutes après l'ouverture et jusqu'à 30 minutes avant la fermeture. Donc ça peut être des triggers très sur mesure par rapport aux événements sportifs aussi, par rapport à la Coupe du Monde. Là, on va pouvoir, et on imagine des choses assez tactiques. Mais oui, avoir un concept fort autour du DOH, propre au DOH, c'est ça qui joue dans la puissance de ce média. Sherifa, à votre niveau, est-ce que vous observez également ces mêmes sujets? Est-ce que les annonceurs investissent pas suffisamment sur les spécificités du DOH? Ils reproduisent des campagnes existantes sur d'autres leviers? Alors, je dirais pas ça. Nous, notre rôle, c'est de pouvoir les accompagner. Et l'idée de l'omnicanalité, c'est de pouvoir répondre à la partie créative en fonction du format qu'on va adresser dans cette omnicanalité. Donc, on a cette chance d'avoir des studios intégrés au sein de la structure Azerion qui permettent effectivement de travailler les formats créatifs en fonction du levier qu'on va pousser, que ce soit du dynamique, que ce soit du vertical et ainsi de suite. Et puis en parallèle, grâce à l'intelligence artificielle, travailler cette DCO qui nous permet effectivement, comme expliquait Mélanie, de travailler les triggers, de travailler autant de déclencher des dispositifs créatifs en fonction de l'heure, des endroits et ainsi de suite. Mais la créativité, à mon sens, elle est travaillée de façon intelligente avec l'acteur, enfin avec l'annonceur ou l'agence, et elle évolue en fonction du format qu'on va adresser. Donc, et grâce à toutes les nouvelles technos, que ce soit la DCO, que ce soit l'IA, c'est des choses qui sont davantage optimisées et sur lesquelles on peut avoir des temps d'exécution assez rapides avec une plateforme dédiée sur l'omnicanalité et un studio intégré dans ce sens-là. Christina, en matière de création, c'est quoi les bonnes pratiques côté Dentsu? Côté Dentsu, on constate un peu comme Mélanie que les annonceurs ils ont tendance à juste mettre au spec des créas qui viennent d'autres formats, ce qui est un peu dommage parce que
un développement créa spécifique est vivement conseillé. Parce que les codes ne sont pas les mêmes en fait. Quand on est en transit, par exemple, je pense à l'utilisation du texte, on ne peut pas s'arrêter pour lire beaucoup de texte. Ou bien il y a des pratiques qui ont été prouvées au niveau industrie, par exemple l'utilisation du stop motion pour attirer l'œil. Et attirer le regard, donc ça va augmenter tout ce qui est attention, ça va augmenter la mémorisation des marques. Juste le fait de voir une créa statique qui bouge à peine, ça va un petit peu venir attirer l'œil des personnes qui passent. Nous, on voit la créa comme quelque chose qui doit être pensé comme étant contextuel dans le format DOH programmatique. Donc, venir jouer avec l'environnement de diffusion, venir jouer avec les conditions météo, avec des triggers, avec... Personnalisé, évidemment, tout à de fait plus en plus. Bien sûr. Et c'est ce que permet la partie P programmatique du DOH. Exactement. Et là, on a vraiment les possibilités sont infinies. En fait, on va jouer avec des ciblages horaires, par exemple, qui ne sont pas possibles sur le DOH traditionnel, ou moins, pas à cette échelle. On va venir jouer avec des ciblages des data très poussés. Par exemple, à l'agence, nous arrivons à reconstituer des segments data propriétaires d'une sur-audience en DOH programmatique, du coup, grâce à la géologue des personnes qui passent autour du panneau. Donc, ce sont des possibilités vraiment intéressantes qui sont propres au PDOH. On peut faire beaucoup de choses, mais pour l'instant, les annonceurs hésite. Il y a encore de l'évangélisation à faire. Il y a encore un petit peu oui, il faut un petit peu pédagogie. Repenser un petit peu le format. Eric, même constat chez Publicis, on peut faire beaucoup de choses avec ces formats créatifs DOH, mais les annonceurs sont encore un peu conservateurs. Pour rejoindre un peu en effet ce qui a été dit jusque-là, c'est charge à nous aussi de sensibiliser nos annonceurs sur le fait qu'une déclinaison créative ne se résume pas à une mise au spec, que la question ne se pose plus savoir si on prévoit un message spécifiquement pour le DOH, mais plutôt comment est-ce qu'on crée un message qui vient s'intégrer dans un storytelling au sein d'une stratégie omnicanal. Si on se parle de vraiment plus focus programmatique DOH, ce modèle d'achat, cette technologie vient nous apporter une surcouche dans la réflexion stratégique qu'on peut pousser davantage pour mieux contextualiser, mieux personnaliser nos messages, et également un facilitateur d'opération, puisqu'on va pouvoir déployer de façon beaucoup plus réactive en fonction de tous les triggers qui ont été énoncés auparavant. Ce sont aujourd'hui principalement des formats verticaux, comme ceux qu'on retrouve sur les réseaux sociaux? En grande majorité, oui, bien sûr. Même s'il y a des grands formats. Je crois que chez Display, vous avez aussi des formats plus visuels et plus horizontaux. Alors, c'est pas chez Display, c'est que oui, les inventaires des médias owners présentent des écrans spectaculaires, catégorisés comme spectaculaires, qui sont activables en programmatique. Porte-maillot, je crois qu'il y en a un ici. Sur l'avenue de la Grande Armée, les écrans Urban Panels de JC sont synchronisables et donc apportent cet effet spectaculaire dans leur synchronisation. Et on peut évoquer aussi les écrans en aéroport qui ont ces énormes zones d'exposition et qui permettent des... Donc, ce n'est pas que des écrans verticaux, en tout cas. Il y a différents formats. Alors, on a parlé de création publicitaire. Sur la question d'activation, Mélanie, le programmatique, évidemment, on comprend, ça simplifie énormément les choses. Vous disiez cette expansion internationale très rapide que vous avez connue, c'est ce qui permet le programmatique? Oui, depuis le départ, la vocation de Displace, en gros, c'est de permettre l'accès facile aux écrans, d'automatiser le booking du DOH. Donc le côté international, accès à des inventaires à l'international, ça a été une volonté depuis la création de Displace en 2014. Donc dès que ça a été possible, via la connexion à ces SSP de référence,
les inventaires accessibles via Displace, en l'occurrence, et toutes les DSP ont été internationales. Donc le but, c'est d'avoir des plateformes technologiques qui rassemblent des inventaires de façon la plus exhaustive possible pour booker ces campagnes en local, en multilocal et en multi-marché. Et c'est aussi facile de faire des campagnes PDEH que des campagnes open web programmatiques aujourd'hui? Oui, on va même vers des logiques qui sont les mêmes que des logiques de curation d'audience en display. Les traders s'orientent vers des audiences plus que vers des environnements de régie. Ça, c'est une approche qui commence à se développer fortement en DOH, où on va aller à l'audience et non plus seulement à l'emplacement des écrans. Chérifa, sur la question de l'activation, donc le PDOH, c'est aussi facile à utiliser que d'autres leviers? On a essayé de faire en sorte que ce soit un média facilement achetable, que ce soit sur la partie programmatique ou la partie manage, avec l'idée de plateformisation où tous les leviers sont activables directement au sein de l'écosystème Azerion. Sur la partie programmatique, on a une intégration multi-SSP, comme expliquait Mélanie. L'idée, c'était effectivement de partir sur un marché test qui était la France, grâce au DSP Hawk, et puis de pouvoir le redonder de par le monde et de faire en sorte qu'effectivement l'omnicanalité soit un média qui soit achetable facilement, autant en stand-alone sur un levier, par exemple, que ce soit le levier audio ou mobile, mais également sur l'idée de l'omnicanalité. Et puis, ce qui nous permet de travailler sur une seule plateforme, avec l'intégration d'achats en fonction des écrans, mais en fonction aussi des audiences, en fonction de notre DMP, qui est directement intégré aussi dans la plateforme, qui va nous permettre de travailler avec les différents acteurs, que ce soit Ocube, que ce soit AdSquare et ainsi de suite, et pouvoir effectivement travailler ces dispositifs omnicanaux ou only DOH sur soit des segments d'audience, soit sur des écrans et ainsi de suite. Christina, pour une agence, vous arrivez à vous y retrouver? Ce sont les mêmes KPI? Par exemple, la couverture, on sait que c'est un gros sujet chez les agences et chez vos clients. Vous arrivez à avoir des vrais KPI comparables d'un canal à l'autre? Comparable, pas tout à fait, mais plutôt complémentaire. En fait, nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'intégrer les DOH comme ce que c'est, avec ses particularités et ses limites aussi. Oui, parce qu'on ne cible pas au niveau de l'individu. Exactement, là on parle d'un média one-to-many. On parle d'un média qui est cookie-less nativement, qui n'est pas traçable. Donc, on ne peut pas être mesuré de la même façon, bien évidemment, mais on partage les mêmes logiques que dans le digital, donc intégrables dans le plan digitaux omnicanaux, puisqu'il y a des synergies qui existent en fait. Je pense notamment à la possibilité de retargeter des audiences de personnes qui ont été exposées. C'est quelque chose qui s'utilise de plus en plus, donc accouplé avec des formats comme l'audio ou le display. Donc, il y a aussi d'autres possibilités et des mesures qui viennent, comme on a entendu avant, qui existent de plus en plus, qui se développent de plus en plus. Donc, on peut activer des mesures de brand lift en post-campagne, comme on peut le faire pour tous les autres formats en digital. Et on va parler de la mesure juste après, mais en tout cas, en termes d'activation, aujourd'hui, il y a beaucoup de scénarios possibles. La dimension internationale, c'est aussi important pour vos clients de pouvoir lancer des campagnes très facilement sur plusieurs inventaires? Tout à fait, ça facilite vraiment la mise en ligne. Généralement, ça facilite la mise en ligne versus le DOH traditionnel. Le fait que le DOH programmatique regroupe au sein d'un DSP toutes les régies qui sont trouvables sur le marché dans tous les pays et via plusieurs SSP qui nous permettent l'accès à tout l'inventaire, quasiment à tout l'inventaire qui est disponible en DOH. Donc ça facilite bien sûr la mise en ligne et la gestion des campagnes en DOH programmatique. Eric, vous êtes quatrième à parler, donc il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites, mais en matière d'activation, donc aujourd'hui le PDOH, c'est un super levier pour une agence. Combien de temps il faut pour lancer une campagne sur ces formats? Quelques heures, quelques jours? Oui, c'est assez rapide. Justement, tout à l'heure, on se parlait de facilitateurs d'opération en fonction justement des triggers assez changeants, que ce soit météorologiques
ou autre, en 24 heures, on va pouvoir déployer sur la base des indicateurs changeants qu'on reçoit. Je reviens aussi sur la complémentarité que nous apporte et dans laquelle s'intègre de mieux en mieux justement ce levier, ce média. Là où on a des médias justement un peu plus historiques qui ont été évoqués plus tôt, comme la TV, qui nous permettent justement d'être au cœur du foyer de nos audiences, le DOH va nous permettre justement d'aller nous ancrer au cœur des lieux de vie des audiences que l'on cherche à adresser. Et au sein de ces lieux de vie, on va pouvoir justement aller travailler ce reach en dehors de la maison pour avoir ce premier point de contact à l'extérieur et faire prendre le relais justement, si on se parle aussi de complémentarité, par le display qui va travailler cette répétition, le social qui va nous permettre souvent d'aller chercher davantage d'engagement avec l'identification justement des exposés pour aller chercher à les faire avancer et les accompagner davantage dans leur parcours de conviction, qui est aussi opérable en couplage avec du SMS, qui va nous permettre en relais de nous adresser de façon davantage personnalisée, à les pousser à l'action, sur des zones territoriales aussi particulièrement précises. On se parle de one-to-many, mais one-to-many aussi sur des zones business particulièrement identifiées et adressables, ce qui va nous permettre aussi, ça a été évoqué tout à l'heure, d'aller toucher davantage des problématiques business de nos annonceurs avec des actions marketing qui peuvent paraître justement manquer de one-to-one, mais finalement qui sont très adressables. Donc beaucoup de stratégies différentes, média planning, audience planning, presque du life planning, là, comme vous évoquez, dans ces moments de vie pour toucher des nouvelles... Ok. On va parler un petit peu de mesures également. Mélanie, aujourd'hui, comment est-ce que vous mesurez l'efficacité du PDOH et sa complémentarité avec les autres canaux, la contribution peut-être de ce levier ? Oui, alors la mesure, elle porte sur différents indicateurs, comme on l'a vu. Depuis une plateforme qui permet d'acheter du DOH, on va pouvoir mesurer en termes de notoriété, donc grâce au brand lift. On est allé en fait se rapprocher des référents dans leur domaine, comme Epidemics, comme Nielsen IQ, comme AdSquare, pour proposer de la mesure sur différents items. Et en fonction des objectifs de la campagne, le client, l'utilisateur de la DSP va pouvoir activer ces mesures. Donc, encore une fois, on n'est pas sur un média, c'est dur, sur un média qui vient exposer à la personne. Donc, on va plutôt s'intéresser à l'écran et à son score à des moments précis de la journée, selon les déplacements des gens et quels gens autour. Et c'est ça qui nous permet d'acheter l'écran au bon moment et ensuite de mesurer les choses aussi. Donc, via des systèmes d'API, on va partager les plans médias avec les tiers mesureurs pour qu'ils puissent recroiser l'apport de la campagne DOH. Et globalement, ça marche. Il y a peut-être un chiffre à partager. Yannick qui souffre. Qui souffre, qui lâche pas. Oui, généralement, sur l'ensemble des mesures qu'on a eues sur l'année 2025, c'est plus 20% d'efficacité en termes de notoriété sur les campagnes DOH. On va rester sur ce chiffre. Merci Mélanie. Chérifa également sur la partie mesure. Aujourd'hui, c'est quoi les KPI que réclament vos clients ? Ils vont évoluer en fonction de la stratégie qui va être menée. On est capable de travailler du haut au bas de funnel. Donc, comme Mélanie expliquait, on a cette capacité à travailler toute la partie impact et branding avec des brand lift studies qui sont directement intégrés au sein de notre écosystème et avec une équipe dédiée, autant sur la partie manage que DSP, où on va travailler donc toute la partie notoriété, considération. Et puis sur la partie performance, qui est de plus en plus demandée, on va travailler des store lift, la mesure drive to store, avec des acteurs tiers certificateurs qui nous permettent effectivement de pouvoir rendre la copie de façon très formelle auprès de nos agences et clients. Et sur cette partie-là, on a différents KPI. Ça va être le coût par visite, le CPVI, donc tout ce qui est incrément par format. Et puis cette partie-là, on la travaille par attribution, parce que ça fonctionne très très bien. Et ça nous permet effectivement de mettre en exergue la complémentarité des différents médias
et en fonction de leur attribution et de leur performance. Et vous pouvez peut-être partager des chiffres. Le PDOH, il surperforme par rapport à d'autres leviers? Alors, tout dépend des secteurs qu'on va aller adresser, si c'est la distrib spé ou du telco. Mais c'est vrai que sur la partie haut de funnel, branding et considération, on a des points de brand awareness assez importants avec le DOH qui nous permettent derrière de scénariser et d'aller travailler la performance avec des zones qui ne sont pas nécessairement couvertes par les écrans, par exemple le mobile, et qui nous permettent de travailler les attributions. Il y a juste un point qu'on doit encore travailler, c'est une mesure omnicanale. À date, effectivement, chaque levier a sa propre mesure. Donc, pour pouvoir travailler cette copie-là, je m'adresse à Smart Traffic parce que c'est avec eux qu'on travaille. C'est l'idée du Graph ID et d'essayer d'envisager un identifiant unique qui nous permettrait effectivement de mieux travailler cette mesure et de faire en sorte de pousser davantage le mix média avec l'intégration de différents leviers. Et puis sur la dernière partie, la partie performance et attribution, l'idée c'est de travailler avec le retail et les acteurs du retail, parce que c'est de plus en plus important, pour collecter la data de vente et de faire en sorte de la réconcilier avec les dispositifs DOH plus audio ou DOH plus mobile et faire en sorte de prouver l'impact qu'a mis en exergue un dispositif spécifique autour de cette collecte de data. Christina, sur la question de la mesure, vos annonceurs, vos clients, ils attendent quel KPI? Ils sont de plus en plus héroïstes aujourd'hui? Traditionnellement, on a activé juste la preuve de diffusion. En fait, on s'est focalisé sur juste parler d'impression certifiée par les DataPlace, mais de plus en plus, c'est une première étape, mais ça leur suffit pas. Ouais. Mais du coup, les annonceurs, ils sont quand même de plus en plus friands de mesures concrètes et des preuves d'efficacité, bien sûr. Et du coup, c'est là qu'ils viennent jouer tous ces acteurs qu'on a pu entendre dans les panneaux précédents et qui sont dans les documents qu'on a présentés ce matin. Qui vient prouver par le brand lift l'impact que peut avoir la campagne DOH dans le plan média. En tout cas, à votre niveau, vous pouvez nous confirmer que ça marche comme levier DOH? On avait des bons chiffres apparemment sur la partie branding. Je peux prouver sur certaines campagnes qui ont utilisé les mesures de brand lift que ça a marché. Après, c'est pas comme on disait avant, c'est pas quelque chose qu'on met systématiquement en place, puisque des fois, ça n'a pas de sens de le faire. Mais oui, à partir d'un certain niveau de maturité d'investissement, des volumes de diffusion, là, pour le coup, ça a du sens et ça preuve que le DOH apporte dans un plan média et quelle place il peut avoir. Vous évoquez la difficulté peut-être de comparer des canaux avec des méthodologies différentes, mais par rapport à d'autres canaux, quelles sont les qualités du DOH et du PDOH? Par rapport à d'autres canaux, c'est difficilement comparable, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les qualités du DOH, ils sont plus approuvées en fait. C'est vraiment quelque chose qui permet de venir rentrer avec le digital dans le monde réel et y venir avec les logiques qui sont propres au digital. Donc tout ce qui est mesure, tout ce qui est ciblage data très pointu et des possibilités comme la DCO, comme le triggering, comme le ciblage horaire qu'on a déjà évoqué. Et c'est vraiment quelque chose qui est propre au DOH et qui permet d'aller beaucoup plus loin dans les dispositifs. Eric, sur la question de la mesure, les agences traditionnelles, finalement, elles sont à l'aise avec peut-être des méthodologies pour suivre les performances d'un levier qui n'est pas tout à fait au niveau de l'individu, comme d'autres leviers digitaux? Oui, assez. En effet, comme ça a été dit précédemment, les annonceurs se reposent de plus en plus sur des MMM et vont gérer leurs attributions et déterminer les contributions de chaque média via ces modèles. Maintenant, nous, on s'appuie de toute façon, comme ce qui a été dit avant sur principalement les mêmes KPI. Les enjeux qu'on a dans nos activations, qui sont souvent locales et multilocales, c'est de trouver justement le meilleur équilibre entre aller jouer avec toute la précision
comme on se disait tout à l'heure, de personnalisation, de contextualisation, d'activation qu'on peut faire aujourd'hui, et la bonne lecture des données de performance, savoir ce qu'on peut comparer et admettre aussi les limites de la comparaison de ce qui est comparable. Voilà, nos enjeux, c'est aussi sensibiliser nos annonceurs sur ces sujets-là. Vous parliez de multilocalité, parce que certains annonceurs, évidemment, ont des réseaux, et ce n'est pas les mêmes KPI entre le national et le magasin local, oui, c'est ça? Les zones ne sont pas comparables, les pressions publicitaires, les densités d'audience disponibles ne sont pas les mêmes. Donc, trouver un protocole comparable. Ça peut être compliqué, mais en tout cas, le PDOH a cette souplesse à la fois de satisfaire des objectifs nationaux, j'imagine, plus branding, et locaux, plus de visite et de vente en point de vente, c'est ça? Exactement. Très bien. Je vais vous demander à tous les quatre un mot de conclusion. Mélanie, ça serait quoi votre mot de conclusion, ce qu'il faudrait retenir de votre intervention? Que nous, la complémentarité du DOH avec d'autres leviers, donc en tant que spécialiste DOH, on permet aussi l'accès au mobile pour faire du retargeting mobile. Donc on voit que ça fonctionne très bien. Et puis, vous avez peut-être vu le concept qu'a développé TikTok d'Out of Phone, le fait de venir exporter les campagnes sociales dans le monde réel. Donc ça, piloté par Displace, où là, on a un travail de curation d'écran, de sélection d'écrans les plus spectaculaires. 90% du temps, c'est des écrans spectaculaires. Donc là, on voit une complémentarité très forte entre social, DOH et mobile. Donc l'omnicanalité, la place du DOH dans le mix média, elle n'est plus à remettre en question, il est là. Et maintenant, c'est comment l'opérer au mieux, le plus facilement possible, en étant en multi-marché, local, multilocal, multi-marché. Avec de la mesure pour prouver l'efficacité et prendre encore plus de place dans ce mix média. Et je reviens sur la créa pour dire que c'est important. Ça fera un virage, des concepts forts. Très bien. En tout cas, si vous avez des créas innovantes, n'hésitez pas à aller voir Mélanie Marie de Displace. Merci. Chérifa Afiri, le mot de la fin également pour Azerion. Alors, le mot de la fin pour Azerion, c'est que l'ADN, c'était l'omnicanalité. Ça fait plus de 5-6 ans qu'on est sur ce créneau-là, qu'on est convaincu de la complémentarité des différents médias, et que l'idée de la plateformisation de nos outils, que ce soit sur la partie manage ou sur la partie DSP, c'était adressé autant aux éditeurs qui nous font confiance et qui sont intégrés directement dans les différents SSP, notre propre SSP, mais également auprès du marché. C'est la facilitation, en fait. L'idée d'avoir un outil all-in-one qui intègre autant l'achat, le setup, mais également tout ce qui est études, tout ce qui est audience et ainsi de suite, facilite l'achat du mix média et fait en sorte qu'effectivement, on a pu ces problématiques de setup, et on a une visibilité globale en temps réel du dispositif omnicanal dans son ensemble. Merci. Et le dernier mot de la fin sur la partie performance, parce que c'est important sur le DOH, l'idée du mix média, c'est être capable de travailler la complémentarité. Et donc, on avance dans ce sens-là avec l'intégration du drive to dernier mètre, comme expliquait Eric, avec l'intégration dans une stratégie in-store de tout ce qui est SMS, mais tout ce qui est également RCS, et faire en sorte de travailler la copie de complémentarité du haut de funnel au bas de funnel et jusqu'au ROI final, c'est le drive to dernier mètre. Merci Chérifa Afiri, DGA de Azerion. Christina, ça serait quoi le mot de conclusion pour Dentsu? Donc la grande force du programmatique DOH aujourd'hui, c'est de ramener dans le monde réel le digital et toutes ses forces et toutes ses logiques de mesure, de ciblage, etc., qu'on a déjà évoqué. Donc, pour que les DOH deviennent vraiment un réflexe média, il faut juste tenir compte de limites du DOH, mesurer ce qui est mesurable et activer de plus en plus ces acteurs qui permettent la mesure et la preuve d'efficacité. Et une fois qu'on intègre de cette façon-là les DOH dans les plans médias, les DOH n'est plus un test, mais un levier de performance. Merci Christina, n'hésitez pas à en savoir plus en vous
rendre auprès des équipes de Dentsu. Eric, le mot de conclusion pour Publicis Media Connect. Le mot de conclusion, pour faire le relais, c'est qu'en effet, j'ai l'impression j'ai même le constat qu'on est passé petit à petit d'une logique de test du programmatique DOH vers un réflexe d'activation, d'autant plus aussi sur nos campagnes locales, multilocales, comme on se disait, pour l'agilité et l'ancrage que ça nous permet sur les territoires, qu'on y trouve évidemment davantage, voire tout son sens, dans une activation omnicanale. Et maintenant, je cherche à savoir et je cherche à constater aussi les évolutions de la richesse des données de performance qu'on va pouvoir en tirer à force d'évolution de capacité de mesure. Très bien, en tout cas, si vous êtes annonceur, notamment multi-local, n'hésitez pas à vous tourner vers Eric et les équipes de Publicis Media Connect. N'hésitez pas. Merci à tous les quatre, on peut les applaudir. Et je vois que l'heure tourne. Je vais juste terminer par un petit mot de conclusion pour vous rappeler que vous avez pu le voir, le GTDOH travaille. Et Isabelle veut nous dire un petit mot. Non, c'est le moment. Allons-y. Alors un mot de conclusion. C'était une matinée passionnante. Passionnant. Donc merci Jérôme pour cette animation. Merci à tous. Ce que je voulais partager avec vous, c'est vraiment 2 mots, puisque je ne veux pas vous prendre sur votre emploi du temps. C'est d'abord, ce qui m'a marqué ce matin, c'est le fait qu'on a parlé vrai. Et souvent, lorsqu'on va dans des colloques, assemblées, etc., chacun essaye de parler de son business, de le valoriser, etc. Ce n'était pas du tout le cas ce matin. Chacun a parlé vrai et chacun a parlé de façon à contribuer à un collectif. Donc, merci à tous les speakers pour ça. Merci d'avoir de respecter et puis surtout de faire vivre cet état d'esprit de ce groupe. Qui a été monté il y a quelques années, mais avec l'ambition de se dire finalement on vit une période incroyable. On a tous été là quand ce média a été créé et on le fait avec l'idée de vouloir avoir des standards et on a envie de le faire collectivement. Tout ça, c'était parfaitement respecté. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on a plutôt le sentiment, quand on vous voit tous ici, c'est qu'on est en train de construire quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Ce média DOH, ce média PDOH, c'est nous tous depuis le début, c'est nous tous qui allons le porter encore plus loin. Et ce collectif y a sa part. Merci évidemment à l'Alliance Digitale. Louise, à nouveau, elle est incroyable et formidable. Arthur, Jérôme. Si cet état d'esprit a été gardé, c'est grâce à vous. Et merci à tous ces speakers qui ont vraiment su parler vrai, su nous enrichir. L'efficacité, elle avance. On finit cette année mi-2026 avec une grande confiance dans ce média. L'efficacité avance incroyablement, la robustesse. Je crois que c'est Christina qui disait finalement on n'est pas en one-to-one, mais on est en one-to-many, mais c'est la même logique. Donc on est dans cette logique de construire quelque chose de très grand en one-to-many. Bravo et merci. Merci beaucoup. Et merci à Isabelle, évidemment, qui lead ce GT PDOH au sein de l'Alliance Digitale. Si vous n'êtes pas encore membre de ce groupe de travail, n'hésitez pas à en parler avec elle pour la rejoindre. Je vous donne juste quelques petites dates. On va se revoir dans une quinzaine de jours pour une matinale sur le conversationnel et le business messaging. On parlait tout à l'heure du SMS et du RCS. Ça sera l'occasion d'en reparler. Ça sera le 25 juin. Début juillet, il y aura l'Assemblée Générale de l'Alliance Digitale le 2 juillet. Début juillet, le 9 ou le 7, je ne sais plus, baromètre de la publicité programmatique. Et puis vous avez dû le voir également, l'annonce pour le forum Alliance Digitale qui aura lieu fin novembre cette année. Si vous avez envie d'être partenaire annonceur, n'hésitez pas à en discuter avec Arthur. Merci en tout cas à toutes et à tous d'être venus si nombreux ce matin. Merci encore à Publicis Connect pour son accueil ce matin. Et puis je crois que c'est l'occasion de revisiter leur superbe terrasse. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Au revoir.